Alors enchanté tout le monde, je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans et donc j'étais à votre place il y a 10 ans maintenant. Il paraît qu'il y en a qui me connaissent parce que je les ai vus quand j'étais animateur pour enfants au centre de loisirs de Beauzac. Vous aviez 10 ans à peu près je crois, donc ça pique un peu, mais c'est pas grave, on est là. N'hésitez pas à venir me voir d'ailleurs à la fin, je fais ce petit aparté pour qu'on puisse discuter, enfin voilà, c'est toujours marrant. Alors, pour me présenter vite fait, donc, je m'appelle Alexandre, j'ai grandi à Orec sur Loire, où mes parents sont encore. Et donc maintenant je suis journaliste, j'habite à Paris et je travaille pour plusieurs médias différents. Je travaille pour le journal de 13h et de 20h de France 2. Je travaille pour l'émission C'est dans l'air sur France 5 et je travaille pour une chaîne, peut-être que vous ne la connaissez pas, moi je ne la connaissais pas il y a 4-5 ans, 4-5 ans, qui s'appelle TV5 Monde, qui est une chaîne internationale. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation. Et donc on m'a demandé de venir vous faire alors ce qu'on appelle un cours d'éducation aux médias. Je trouve que c'est un petit peu pompeux, mais voilà, c'est surtout pour parler avec vous de vos différentes manières de vous informer, de comment vous vous informez, avec quel support, sur quel format, etc., etc. Ce que je vous demanderais juste, c'est que moi, voilà, je suis pas prof, j'ai rien contre ce très beau métier, mais moi, je ne suis pas prof. Donc, ce qui serait super, c'est que ce soit vraiment un échange entre vous et moi, qu'on puisse en parler, qu'on puisse, voilà, c'est-à-dire que j'allais dire ce cours, mais c'est même pas un cours, cette discussion, elle sera possible que si vous aussi, vous m'aidez à la faire, en me disant comment vous vous informez, en participant, en vous interrogeant, en me posant des questions. L'idée, alors je ne sais pas comment ça s'est passé tout au long de la semaine avec les autres conférences, mais l'idée c'est que voilà, n'hésitez pas alors ne me coupez pas non plus la parole comme ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main en plein milieu, il n'y a pas de souci, voilà, je suis là pour y répondre. Et puis ce qui est bien avec le journalisme, c'est que c'est pas une science, c'est y a rien de fermé, c'est surtout du subjectif. Tout le monde a un avis sur le journalisme, tout le monde a un avis sur l'information, sur l'actualité. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger entre nous, quoi, et que vous puissiez faire vos remarques, etc., etc. Voilà. C'est bon pour vous ou c'est bon pour vous ou ça va ? Super, merci. Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer des actus qui m'ont un petit peu marqué ce matin. Juste avant, il y a 2 ans à peu près, j'étais venu dans des classes pour faire un petit peu la même chose. Est-ce qu'il y en a qui ont ce souvenir-là ou pas du tout ? Parfait. Donc du coup, non, mais c'est très bien parce que je m'en suis un peu inspiré, donc c'est normal parce que l'éducation média, ça change pas d'année en année. Mais voilà, donc je voulais vous montrer des actualités que j'ai vues ce matin et je voulais un petit peu en parler avec vous et voir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous avez vu, vous, du coup, cet article de Mediapart ? Voilà, donc je le lis, corruption, Jean-Luc Mélenchon aurait touché 150 000 € de la part de Vincent Bolloré pour acheter son silence. Est-ce que vous aviez vu ça ? Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous choque ? Ça vous interpelle ? Vous vous en foutez ? Comment ça se passe ? C'est assez courant ? Dans le milieu de la politique, c'est assez courant, donc l'info est pas choquante non plus. Ok. La corruption. Ok, très bien. Je vais vous en montrer une autre que j'ai vue ce matin aussi. Enfin, que j'ai vue hier plutôt. Emmanuel Macron, les casseroles que les manifestants se les foutent au cul. Voilà. Ça, pareil, est-ce que quelqu'un veut réagir ? Non, tout est dit de toute façon. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent là-dedans ? Est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que vous... Ouais, ça vous semble normal Enfin, je veux dire, pas ce qui est dit, mais est-ce que... Ouais, tu veux réagir ? Que ce soit un président de la République qui dise des termes comme ça, je trouve ça un peu quand même quelque chose de pas acceptable, parce qu'il doit avoir quand même une bienséance auprès du peuple, que là il n'a pas du tout, et je trouve ça inacceptable. Ok. Est-ce qu'il y en a que ça surprend, que ça étonne ? Est-ce qu'il y en a qui remettent un petit peu en doute ce que dit BFM ? Levez la main, là, ceux qui se disent c'est un peu chaud quand même, j'y crois pas trop.
Ok, maintenant on va faire la même chose. Si vous l'aviez vu ce matin en vous levant, vous êtes sur votre portable, vous voyez ça sur Twitter, sur TikTok ou autre, vous voyez ça parce que là, vous savez qu'on est dans le cadre d'un cours d'éducation aux médias où on parlait de fake news, donc il y a quelques indices pour vous montrer que effectivement ces 2 articles sont faux et que c'est moi qui les ai retouchés. Mais est-ce que vous auriez pu vous laisser piéger? Moi, je suis pas du tout un expert. Enfin, je veux dire, je suis pas 100% safe là-dedans. Moi aussi, je me fais avoir parfois. Est-ce que vous auriez pu vous laisser piéger par ça, honnêtement? Ouais. Pourquoi, à votre avis, vous auriez pu vous laisser piéger? Ouais. Parce que ça vient d'une chaîne officielle. Il y a l'icône certifiée. Voilà, ça devient du vrai BFM TV. Et normalement, ils sont pas censés dire n'importe quoi pour leur réputation. Normalement. Non, alors effectivement, donc pourquoi j'ai voulu commencer par ça, c'est que comme vous le voyez là, ce sont vraiment, j'ai vraiment pris cet article sur le site internet de Mediapart et j'ai pris ce tweet sur Twitter et directement sur le Twitter de BFM. J'ai pris ce tweet-là j'ai pris ces 2 exemples-là pour commencer directement à vous montrer que c'est très 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 facile de faire dire absolument n'importe quoi à n'importe qui. Là, ça m'a pris absolument 5 secondes. Je ne suis pas du tout un expert en Photoshop ni rien du tout, mais ça m'a pris 5 secondes pour modifier ce titre dans les codes. On m'a appris à le faire quand j'étais en école de journalisme, pas pour que je fasse ça vraiment sciemment, mais pour que voilà, je sois conscient qu'il existe ce genre de manip. C'est très simple à faire, même si je ne vous encourage pas à le faire, mais avec un tuto sur YouTube, vous y arrivez en 5 minutes. Mais c'est pour vous montrer que déjà, à chaque fois que vous recevez une capture d'écran, il vaut mieux se méfier. Même si ça vous semble hyper fiable, parfois ça peut être totalement fake. Voilà. Et pour vous montrer comme ça, pour vous montrer que voilà, je ne suis pas du tout là pour faire le prof et vous apprendre la vie ou vous faire des leçons, même si je ne dis pas que le métier de prof, c'est vous apprendre la vie et faire des leçons, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je vais vous montrer un screen qui, lui, est bien réel. Donc, les seniors avec Macron... Urgent, votre voisin, votre collègue ou une connaissance a ou s'apprête à perturber un déplacement d'Emmanuel Macron. Transmettez-nous leurs coordonnées en DM pour que nous fassions le nécessaire. Moi, j'ai vu ça sur mon feed Twitter c'était le 20 avril, donc le 20 avril. Et vraiment, j'ai regardé un petit peu le compte. Il me semblait super fiable. Et vraiment, ça m'a fait halluciner. J'ai pris ça en screen, je l'ai envoyé sur une discussion Messenger avec des potes, où j'ai dit, mais regardez ça, c'est scandaleux, la Gestapo en marche, Macron explosion, voilà. Et en fait, j'ai un pote qui m'a répondu, mais Alexandre, t'es complètement con, parce que ça, c'est un compte parodique. Et en fait, vous voyez, il y a quand même 3,4 millions de vues sur ce tweet, 406 retweets, 3900... Tout le monde est familier avec l'univers de Twitter ou pas? Bon, vite fait, voilà, les retweets, c'est quand vous retweetez, mais quand vous le mettez, quand vous le faites apparaître sur votre propre page Twitter. Les citations, c'est quand vous réagissez à ce tweet-là. Et donc voilà, c'est surtout ces 2 éléments-là. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que même moi qui suis un professionnel du journalisme, vu que je suis journaliste, j'ai quand même eu beaucoup de cours là-dessus en école de journalisme, et puis ça m'a toujours intéressé depuis que je suis petit. Donc vraiment, j'estime être assez formé dans cet univers de la fake news, etc. etc. Et pourtant, je me suis fait piéger comme un teubé par ça. Tout simplement parce que quand j'ai regardé le compte Twitter, ça paraissait ultra vrai. Ça paraissait ultra vrai et c'était, ils souhaitaient les anniversaires de tous les députés, les ministres macronistes. Ils faisaient des tweets pro-Macron, etc., etc. Ça me paraissait super fiable et en fait, il y a eu des enquêtes sur ce compte et c'était pas fiable du tout. Voilà. Donc c'était juste un petit exemple pour vous montrer que voilà, comme ça, on est sur la même longueur d'onde, vous et moi. Ça m'arrive aussi de me faire avoir et c'est totalement entre guillemets normal parce qu'on va voir ensemble que c'est hyper facile de se faire piéger et de plus les années passent et plus c'est facile parce que les gens se professionnalisent dans la fake news. Mais avant, je voulais vous demander un petit peu, vous, est-ce que vous vous informez? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention? Est-ce que vous vous informez déjà? Est-ce que vous estimez vous informer? Oui? Est-ce qu'il y en a qui estiment ne pas s'informer du tout? Il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. Hein. Vous savez, moi, quand j'étais au lycée, je ne m'informais pas spécialement. Voilà. Ok. Est-ce que ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez me citer quand même cette semaine ou il y a quelques jours, quelques semaines, un événement d'actualité qui vous a marqué? En France, à l'international, en Haute-Loire, en Auvergne, ce que vous voulez. Un événement qui vous a marqué.
Est-ce qu'il y en a un ou une qui veut répondre là-dessus Ceux qui ont levé la main. Je vous ai dit, il faut que ce soit interactif, sinon on va tous s'endormir, donc n'hésitez pas vraiment à répondre, parce que sinon on va tous, j'allais dire un gros mot, mais on va tous s'embêter. Ouais. Bah moi, c'est le truc à l'entrée du Stade de France, les stadiers qui ont interdit les cartons rouges pour... Ok. Voilà. Ok, très bien. Non, mais c'est une très bonne réponse, c'est vrai. Pour ceux qui voient peut-être pas, il y a eu la finale de la Coupe de France, je crois, il y a une semaine entre Toulouse et Nantes, et les syndicats avaient prévu des actions où ils sortaient des cartons rouges, ils devaient sortir des cartons rouges à Macron pendant le match, ils devaient siffler pendant la 49e minute, voilà. Donc voilà, effectivement, toi, c'est ce que tu as retenu. Donc toi, tu estimes que tu t'informes pas spécialement dans la vie de tous les jours. C'est pas une tare, il n'y a pas de souci. Dis-moi juste oui ou non. Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne s'informent pas du tout, mais qui veulent revenir sur des petits éléments d'actualité Non, sinon on va rester avec... C'est quoi ton prénom? Thibaut. On va rester avec Thibaut, sinon. Mais donc toi, Thibaut, tu estimes que tu ne t'informes pas, mais pourtant tu es capable de me sortir une actualité. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que tous, même si vous estimez que vous ne vous informez pas, en fait, vous vous informez forcément dans vos discussions entre vous, quand vous regardez la télé avec vos parents, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous informez forcément et vous êtes tous susceptibles de tomber sur une fake news, de vous faire piéger. Et des fake news, c'est pas très grave. Savoir si Kylie Jenner et Timothée Chalamet sortent bien ensemble, c'est pas ça va pas changer votre vie. C'est vrai que c'est surprenant, mais ça ne va pas changer votre vie. En revanche, vous pouvez tomber parfois sur des fake news qui vont vraiment avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences sur le vote que vous allez faire au présidentiel ou dans n'importe quelles élections. Vous allez avoir aussi des fake news ça peut être aussi sur des screens de vous qui sont modifiés. Enfin, ça arrivé plein de fois des choses comme ça, des règlements de compte entre lycéens, entre étudiants, entre adultes aussi. C'est arrivé plein de fois. Et pourtant, ce sont des fake news parce que c'est des captures d'écran qui ont soit été décontextualisées, des captures d'écran qui ont été modifiées. Donc, vous êtes tous susceptibles à un moment donné de vous faire avoir par des fake news. Les fake news, la désinformation, c'est pas que quand ça concerne la guerre en Ukraine, quand ça concerne Macron, quand ça concerne Joe Biden et son conflit avec la Chine. C'est pas que ça, les fake news. Les fake news, ça nous entoure tout le temps. Et donc, ce que je trouve bien, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est une fake news et comment ne pas se faire piéger. Mais c'est pour vous montrer aussi que voilà, l'actualité, soit vous la subissez, soit vous la regardez, mais en tout cas, vous ne pouvez pas y échapper. Surtout que si j'ai bien compris, vous êtes tous un peu intéressés par le milieu, par l'actualité, l'information, la géopolitique, la politique, etc. Si vous êtes là, si j'ai bien compris, vous avez été... vous me laissez pas seul. Vous avez été... Normalement, vous êtes intéressé, vous avez de l'intérêt pour ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est toujours intéressant de se rendre compte qu'on s'informe, peu importe où et comment. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire, juste en levant la main, est-ce que vous vous informez via la télévision? Alors attention, c'est pas parce que je travaille à la télévision que vous êtes obligé de dire que vous vous informez avec la télévision. Moi, je ne regarde pas la télévision, donc... Voilà, je ne regarde pas c'est filmé, donc je vais m'arrêter là. Je viens de m'en rendre compte. Donc, en télévision, vous regardez quoi, ceux qui ont levé la main? Si vous pouvez parler un peu plus fort. Le journal de TF1? Ouais. Il y a d'autres émissions, je sais pas, des émissions de talk-show, Ouais. Est-ce que vous regardez, je sais pas, des émissions autres que les journaux Non, vous ne regardez pas la télévision de toute façon, c'est normal. Bon, voilà. Est-ce que vous vous informez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez me citer des exemples de comptes, de médias, voilà, quelles sont vos manières de vous informer sur les réseaux sociaux? Ouais. Popcorn. Popcorn? Ok, ben, je vois pas pourquoi vous rigolez, c'est sur Twitch, Domingo, pas de souci. Oui. Média Avenir, il y a sur Twitter. Média Avenir? Ouais. Très bien, c'est très bien que tu me le dises, on y reviendra plus tard. Ouais. Bien sûr, Hugo Décrypte, normal. Sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur un peu partout.
Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? J'entends Brut, c'est ça? Brut, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux, sur TikTok? Oui. BFM TV sur Insta, ok, très bien. Oui. J'ai pas entendu. J'entends pas. Gossip Prom. Ok, ouais, c'est sur Insta. Insta, ouais. Ok, je vois, très bien. La commère, 43. Ben oui, mais c'est une manière de s'informer sur ce qui se passe chez vous, c'est super important aussi. Ça nous permet de voir des belles vidéos de Laurent Wauquiez qui tombe en roller. Moi j'adore, hein, franchement, je prends, il n'y a aucun problème, vraiment, pas de souci. Ok, bon, il y en a plein des médias en tout cas qui vous permettent de vous informer, mais voilà, c'est très intéressant en tout cas parce qu'on a un panorama assez global. Il y a des médias qu'on appelle traditionnels, BFM, il y a des médias digitaux qui sont nés il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années comme Brut. Il y a des comptes aussi, voilà, comme ce que tu disais, c'est Gossip Prom, c'est ça? Parce que je sais que c'est Gossip, mais je sais jamais ce que c'est après. Prod ou Prom, bon bref, en tout cas voilà, ou Média Avenir, etc., etc. Très bien. Alors là. Parce que quand même on est au lycée et on va passer par la partie un peu relou où c'est un peu théorique, mais on va aller vite, je vous le promets, pour reprendre les bases un petit peu pour voir ce que c'est une information. Donc ça c'est fait. Voilà, savoir ce que c'est une information journalistique, une source, etc. On va juste revoir les bases assez rapidement. Tout est marqué sur le PowerPoint de toute façon. J'ai pas fait de PowerPoint depuis quelques années maintenant, donc soyez indulgents avec mon PowerPoint s'il vous plaît. Je vous rassure, il n'y a pas des transitions avec des étoiles et tout ça, j'ai pas fait ça, mais... Donc qu'est-ce qu'une information? Il s'agit de faits portés à la connaissance d'un public. Donc cette information, elle doit avoir un intérêt pour le public, elle doit être factuelle et elle doit être vérifiée. Doit avoir un intérêt pour le public. Par exemple, des vlogs. Des vidéos YouTube de regarder mon chat qui se casse la gueule, etc., etc. C'est très drôle, c'est sympa d'en regarder de temps en temps. J'adore Lena Situation par exemple, mais les vlogs d'août, ça n'a pas un intérêt pour le public. C'est du divertissement, c'est très bien. Les vidéos qui est l'imposteur de Squeezie et compagnie, c'est très bien aussi, mais ça n'a pas d'intérêt public. Vous n'allez pas, ça ne va pas changer votre vie. De manière vraiment forte si jamais vous ne regardez pas ces vidéos ou si vous les regardez. Une information, elle doit être factuelle. Qu'est-ce que ça veut dire factuel? Par exemple, alors j'avais mis des petits dessins, je trouve toujours ça très ringard les dessins dans les PowerPoint, mais bon, là ça existait bien, ça expliquait bien. Là ce qu'on voit c'est un avis, ce président est nul. Vous avez le droit de le penser, il y en a beaucoup qui le pensent, mais c'est un avis. C'est une opinion personnelle qui n'implique pas qu'elle soit juste ou non. Et vous avez le droit d'avoir un avis, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ce qui est une info, ce qu'on voit sur le dessin, c'est le chômage a augmenté depuis 5 ans. Donc c'est une source identifiée. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'est une source. Et ça vous permet de vérifier par vous-même cette information. Quand vous dites, pour donner d'autres exemples, c'est parce qu'un avis n'est pas une information, mais le thème de cet avis peut devenir une information. Par exemple, si vous me dites, je sais pas, on parlait de Timothée Chalamet, si vous préférez, moi je trouve que Timothée Chalamet il est meilleur que Tom Holland, vous avez le droit de le penser, c'est un avis. En revanche, parfois il peut y avoir des articles. Imaginons que le même jour, il y a 2 films qui sortent, un avec Timothée Chalamet, un avec Tom Holland. Et il y a un article, je sais pas, d'Allociné par exemple, ou des Inrocks, ou je sais pas, enfin voilà, vous avez capté, qui vous dit qui est le meilleur selon nous entre Timothée Chalamet et Tom Holland, avec tout un article sur, je sais pas, le nombre de récompenses qu'ils ont eu, le nombre d'entrées que leurs films ont fait, le nombre de films qu'ils ont fait, les critiques des différents films qu'ils ont fait. Là, ça commence à devenir une information parce que ça ne se base pas juste sur un avis, ça se base sur du factuel, c'est-à-dire sur ce qu'ils ont fait, leur vie, leur œuvre. Et donc, on fait un article là-dessus. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je dis? N'hésitez pas à me couper ou à lever la main si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Il n'y a pas de souci. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une information, elle doit aussi être vérifiée. Les rumeurs, donc ça aussi j'ai mis un petit dessin. Voilà, donc une rumeur. Il paraît qu'il va y avoir une grosse inondation chez nous. Ça, c'est des discussions qu'on a tous entre nous. Mais parfois, c'est pas vrai, parfois c'est vrai. Alors qu'une information, c'est d'après la préfecture, il y a un risque d'inondation dans notre ville. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence?
Ça, pareil, c'est une information vérifiée. Si tout à l'heure, en sortant d'ici, vous parlez, je sais pas, d'un truc d'actualité ou de quelque chose qui va se passer ce week-end, pas loin de chez vous, que vous commencez à dire, ouais, j'ai entendu que... En général, les phrases qui commencent par « il paraît que »,« j'ai entendu que »,« à skip », etc., etc., il ne faut pas trop se fier à ce qui va ensuite. En revanche, si voilà, vous montrez des articles, si c'est vérifié, là, vous pouvez être à peu près sûr de l'information. Et encore, on peut se faire piéger. Et on y reviendra tout à l'heure. Nous, comment on fait pour que ces informations elles soient factuelles et vérifiées? Ce qui est super important, c'est la source. Alors, qu'est-ce que c'est une source? Une source, c'est l'origine d'une information. Et moi, notre travail de journaliste, c'est de rassembler toutes les sources qui sont nécessaires pour obtenir et diffuser une information factuelle et vérifiée. Je vous donne un exemple. Dans mon activité de journaliste, c'est pas moi, l'information, je la transmets, mais elle ne vient pas directement de moi. Elle vient des interlocuteurs que j'ai interrogés. Et parfois, pour vérifier une information, même une seule source, ça ne suffit pas, parce qu'il y a certaines informations qui nécessitent d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 sources pour être sûr. Je sais qu'aux États-Unis, je ne sais plus quel média a une règle, par exemple, pour annoncer la mort d'une célébrité, il faut qu'ils aient 3 sources différentes pour annoncer la mort d'une célébrité. Donc ça peut être la famille, le docteur ou la police, par exemple. Voilà, 3 sources. Parce que notre responsabilité, c'est de donner des informations fiables, vérifiées, parce que si on ne fait pas ce travail-là, on trahit la confiance des personnes qui nous la donnent, et donc ça peut amener à une perte de confiance dans les médias qui est déjà énorme en France. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Dans les reportages que je fais, je ne dis jamais de choses que je n'ai pas vérifiées. Quand je donne un chiffre dans un reportage, quand je donne la parole à quelqu'un, je vérifie en amont. Parfois, ce n'est pas possible de vérifier un témoignage d'une personne qui a été agressée, où il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance, où ça s'est passé à 5h du matin dans le noir. Le témoignage d'une femme victime de violence conjugale, c'est très compliqué d'avoir une source, de la vérifier, cette information. Donc parfois, c'est vrai qu'en tant que journaliste, on fait confiance à la personne, mais on utilise le conditionnel. Elle aurait subi ça, il aurait subi ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair pour vous ou pas? Le conditionnel, ça nous permet de montrer que ce n'est pas une information sûre et fiable à 100%. Pour qu'on utilise le présent pour une information, qu'on affirme quelque chose, il faut qu'on soit sûr à 100% de cette information et pas 99%. Voilà. Bon alors ça je l'ai trouvé, c'est des potes qui m'ont conseillé de le rajouter. Bon, c'est un peu plus technique, mais voilà. Pour nous journalistes, il y a 2 sources. C'est un peu ce que je vous disais. La source primaire, une personne, un document, un enregistrement, une vidéo qui a été acteur ou spectateur de l'information. Si vous avez été, il y a un accident de voiture ce week-end, vous en avez été le témoin, vous l'avez filmé, vous nous l'envoyez. C'est pas quelque chose qu'on va diffuser tout de suite. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez envoyé parce que vous vous êtes dit tiens, ça va me faire de l'argent, c'est une vidéo que j'ai depuis 3 ans sur mon portable, mais ça va me faire de l'argent, etc., etc. Donc ce sont des choses que nous on vérifie. Je prends l'exemple de France Télévisions, le journal de France 2, ils ont un service. Donc les services, c'est des journalistes qui sont spécialisés dans un thème. À France 2, il y a le service politique, le service économie, le service société. Il y a le service des vérificateurs. Les vérificateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient les informations qu'on leur transmet. Quand il y a par exemple une inondation, quand il y a un attentat, quand il y a une agression, quelque chose comme ça, ces personnes-là, elles vont aller chercher de collecter des informations, collecter des vidéos, et être sûr que ces vidéos, elles sont bien véridiques, elles ont bien été tournées pour l'événement en question. Ça, c'est primordial, parce qu'on ne peut pas... Vous imaginez la guerre en Ukraine, par exemple, si on diffuse sur France 2, c'est plusieurs millions de téléspectateurs, si on diffuse sur France 2 une vidéo d'une exécution d'un soldat ukrainien par un soldat russe, et qu'on apprend qu'en fait, c'était en 2014. Ça, c'est un élément grave, c'est une faute grave. C'est déjà arrivé. C'est rare, mais ça arrive, parce que la vérification n'avait pas été faite correctement. Ou alors qu'on prenne une vidéo qui avait été, la date, l'événement, etc. était le bon, mais par exemple, on parle d'une bombe, alors qu'en fait, c'est un drone. C'est arrivé, ça aussi. Et ça n'implique pas les choses, et ça peut avoir des conséquences concrètes sur les réactions internationales qu'il peut y avoir, etc. etc. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Tout ce qui nous parvient, ces images sont vérifiées. Si nous, on n'est pas sur le terrain
pour savoir ce qui se passe, pour comprendre et pour le voir de nos yeux, alors on peut avoir des enregistrements, des vidéos qui nous parviennent, mais on les vérifie. Et donc la source secondaire, voilà, on a obtenu l'information par les dires d'un intermédiaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, ça, on en a parlé. Nous essayons d'avoir le plus de sources possible. Nous n'avons plus de... Bon, ça, voilà. Je voulais vous parler de ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces deux, donc ce blog et de ce documentaire, Hold Up? Hold Up, c'était pendant le Covid, en 2020. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ceux qui ont dit oui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous en avez retenu? Je vais le faire. Ce documentaire Hold Up, je comprends, c'est pas facile de s'exprimer en public. Quand j'étais à votre place, je mouftais pas, donc il n'y a pas de problème. Mais donc ce documentaire Hold Up, c'est un documentaire qui a été diffusé et qui reprend tous les codes du documentaire. Il a été diffusé sur Internet. Et donc ce documentaire, il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont vu. Le problème, c'est que on s'est rendu compte, après sa diffusion, que ce documentaire, il était très, très, très anti-Covid, anti-science, anti-vaccin, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez un avis, vous avez le droit d'être anti-vaccin. Vous avez le droit d'estimer que vous n'avez pas envie d'avoir ce vaccin. C'est la liberté de chacun. Vous avez le droit. En revanche, là, c'était plus un avis. C'était un documentaire qui a été diffusé avec des sources qui, après le travail de journalistes extérieurs à ce documentaire, on s'est rendu compte que c'était un peu faussé, que c'était biaisé. Et surtout, ils se félicitaient, ce documentaire, de donner la parole à des prix Nobel, à des grands professeurs. Mais si on grattait un petit peu, on se rendait compte que ces prix Nobel, depuis quelques années, tous les grands scientifiques s'étaient désolidarisés de ces gens. Qu'effectivement, ils avaient la récompense il y a 10, 15, 20 ans, mais que suite à cela, ces scientifiques, voilà, ils avaient été mis un petit peu sur la touche parce que manque de clarté, manque de vigilance, manque de responsabilité, etc., etc. Pourtant, dans le reportage, dans le documentaire, on le regarde, on se dit c'est un travail journalistique par des gens qui ont enquêté, qui reprennent les codes du documentaire. Et donc on peut se faire avoir. Il y a plein de gens qui se sont fait avoir. Et finalement, il y a des interlocuteurs. Il y avait Philippe Douste-Blazy qui a été ministre de la Santé il y a quelques temps. Donc lui, pareil, on se dit il a été ministre de la Santé, il sait de quoi il parle, etc., etc. Bon, lui, après, il s'est un petit peu désolidarisé de ce film. C'est pour vous montrer que même des documentaires, quand vous en regardez, c'est important de voir qui le diffuse. Est-ce que vous pouvez avoir confiance dans ce diffuseur qui l'a fait? Je vous donne un exemple tout bête, c'est que quand mes reportages ils sont lancés à la télévision par le présentateur, il y a mon nom qui est dit, un reportage d'Alexandre Malesson. C'est pas que pour contenter notre ego de journaliste. C'est sûr que c'est très sympa au début que Laurent Delahousse ou Sophie Lapix disent notre nom. Mais sauf qu'en fait, c'est pour montrer aussi aux téléspectateurs que c'est cette personne-là qui a fait le reportage, qui est allée sur le terrain, qui vous donne ces informations-là. C'est de la transparence. Et la transparence, c'est primordial. François, c'est un blog, pareil, qui reprend les codes du blog. Vous êtes déjà allé sur des blogs comme Mediapart, par exemple? Voilà, vous voyez un blog d'information comme Mediapart. Ils reprenaient les mêmes choses en faisant des articles de la même manière, etc., etc. C'était très biaisé, il y avait beaucoup de fake news. Je ne sais pas où on est maintenant France Soir, mais si jamais vous voyez des articles de France Soir où vous avez l'impression que c'est un journal fiable, etc., méfiez-vous. C'est pour ça que je vous dis que il faut toujours regarder d'où vient l'information et est-ce que vous, personnellement, vous faites confiance à une information. Et vous avez le droit de ne pas faire confiance à un média traditionnel. Si vous ne faites pas confiance à BFM TV, vous avez le droit, vous, de chercher d'autres sources d'informations. Voilà, je prends BFM TV parce que c'est le plus connu, je n'ai rien contre BFM TV. Mais c'est pour vous montrer que c'est à vous aussi, en tant que citoyen, de vous faire votre propre culture journalistique, votre propre culture d'actualité, d'information, pour avoir confiance dans les médias. Ça, je voulais vous montrer aussi un exemple. Le Parisien, vous le connaissez, ce journal ? Donc c'est ce qu'on appelle de la PQR, presse quotidienne régionale. Donc c'est un journal qui paraît tous les jours. Est-ce que vous vous souvenez de cette une? C'était en 2019. Ouais? Non, il y en a qui ne voient pas du tout. Vous reconnaissez cette personne? Donc Xavier Dupont-de-Ligonnès, on a tous envie de savoir où est-ce qu'il est, mais personne ne le sait. Mais en 2019, le Parisien annonce que il a été arrêté à l'aéroport de Glasgow, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça.
Il a été arrêté. Et là, je m'en souviens très bien parce que à l'époque, je travaillais à LCI, donc une chaîne d'information. Et je travaillais là en matinale. Donc on l'avait appris le soir. Et donc moi, je suis arrivé, il a fallu que je fasse les sujets là-dessus, etc. etc. Et le Parisien, ils avaient 5 sources différentes. 5 sources différentes pour une information, c'est énorme. En même temps, pour un tel événement, entre guillemets, il faut blinder l'information. Mais ils avaient la police écossaise, ils avaient le ministère de l'Intérieur qui ensuite a dit « Oui, non, en fait, c'est pas machin, machin. » Voilà, mais c'est très facile de se désolidariser ensuite. Ils avaient plein de sources très fiables qui leur permettaient de dire que Xavier Dupont-de Ligonnès a été arrêté. Évidemment, on en a parlé toute la soirée parce que c'était ouf, quoi. Ça faisait 10 ans que les gens voulaient savoir ce qui s'était passé. On l'arrête, et en fait, on se rend compte le lendemain à 10h que c'est pas lui. Et là, tout le monde a repris l'information. Le gars, je sais plus comment il s'appelait, mais il a été pris pour Xavier Dupont-de-Ligonnès en sortant de l'avion. Il pensait être tranquille, faire ses vacances à Glasgow, voilà. Mais il s'est passé ça. La différence entre les personnes... Là si vous voulez, c'est pas quelque chose qui a été volontaire de la part du Parisien. Ils ne se sont pas dit on va créer une fake news, etc. Il y a eu évidemment un énorme démenti ensuite que tous les médias ont repris. Ça, c'est un exemple, c'est le plus gros exemple depuis 2019. Donc vous voyez que c'est quand même très rare que quelque chose comme ça se produise de manière aussi gigantesque dans les médias. Je voulais vous montrer aussi comment s'assurer qu'une information est vraie. Donc ça, on en a un petit peu déjà parlé. Voilà, donc faites attention à tous les détails. Les photos que je vous ai montrées au tout début, ça vous montre que voilà, vous faites appel à votre bon sens. Et donc, c'est comme ça que vous devez vous aussi essayer de faire attention, regarder s'il y a une information qui vous choque, si vous vous dites tiens c'est un peu chelou, ça me paraît un peu bizarre que la personne ait dit ça et fait ça, etc. Voilà, faites attention à tous les détails, les dates, la saison, les lieux. Vous pouvez utiliser des sites d'images inversés. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, vous prenez l'image en question, Google a cet outil-là. Vous pouvez faire une image inversée, donc ça vous permet, vous rentrez l'image et Google vous montre où est-ce que ces images ont été trouvées sur Internet. Donc ça peut être très, très pratique. Je me permets de vous le dire aussi pour autre chose, dans les prochaines années, si vous vous mettez sur des applications de rencontres, c'est très pratique aussi pour voir si vous avez affaire à un fake qui veut un petit peu vous faire du mal. Je vous dis ça entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec le journalisme, mais c'est toujours bien de le rappeler. Vous pouvez aussi, pour revenir sur le journalisme, recouper l'information. Voilà, ce que je vous disais, qui est l'émetteur de l'information. Est-ce que d'autres médias parlent du sujet ? En général, s'il y a une seule personne qui parle du sujet et que c'est un truc énorme, genre par exemple le truc de Macron, que les manifestants se mettent leur casserole au cul. Si vous le voyez que sur un seul média, normalement, voilà, ce genre de choses, c'est tellement énorme que vous devriez le voir à peu près partout. Donc, n'hésitez pas aussi à vous informer sur plein d'autres choses. C'est très bien de s'informer avec Hugo Décrypte, par exemple, qui fait un très très bon travail. Son équipe aussi fait un très bon travail. J'ai quelques réserves sur certaines choses, mais c'est normal. On a des réserves sur tous les médias. Mais n'hésitez pas à vous informer sur autre chose. Si vous vous informez que sur France 2 ou TF1, n'hésitez pas à vous informer aussi sur Hugo Décrypte, etc., etc. Parce que ça vous permet aussi d'avoir plus d'informations. Tous les médias ne traitent pas exactement les mêmes informations. Ce que je voulais vous montrer, c'est si vous avez Twitter, n'hésitez pas à suivre AFP Factuel. Est-ce que vous voyez ce que c'est l'AFP ? L'agence France Presse, très bien. L'agence France Presse, c'est une agence de presse. Une agence de presse, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise médiatique, comme TF1, comme France 2, comme Le Monde, etc. Mais les médias peuvent avoir des abonnements à l'AFP. Et ça nous permet, nous, de récupérer le travail des journalistes de l'AFP qui sont sur le terrain, qui font des articles, qui prennent des photos, des vidéos, etc. Nous, on peut récupérer ces éléments-là parce qu'il y a un abonnement qui est payé par le média pour lequel on travaille. Et l'AFP, ils ont une force de frappe qui est phénoménale dans le monde entier. Ils sont dans tous les pays et ils sont très souvent là quand personne n'est là. BFM aussi est très souvent là quand personne n'est là, sauf que BFM, ce n'est pas une entreprise qui a vocation à partager gratuitement. Donc eux, par contre, il y a un abonnement à l'AFP qui est fait. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle une agence de presse. Il n'y a pas que l'AFP, il y a d'autres agences de presse en France et dans le monde entier. Mais l'AFP, c'est vraiment en France le média de référence. Donc vous voyez que c'est une photo qui avait été publiée sur une manifestation à Bucarest. Les Roumains demandent la démission du gouvernement, un peuple qui prend son destin en main, impressionnant, etc. Ça, si je ne me trompe pas, c'était en 2000... Je ne vais pas vous le dire parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais c'était il y a un an ou deux.
Et vous voyez que en fait, l'AFP Factuel a fait un travail de recherche, d'analyse de cette photo, et en fait, ce n'est pas une photo qui datait de cette période où les Roumains descendaient dans la rue. Donc cette photo-là, elle est fausse. Pareil, est-ce que quand vous voyez cette photo, oublions l'AFP Factuel, quand vous voyez ce tweet, levez la main ceux qui ont Twitter. Ouais, donc vous êtes quand même nombreux. Quand vous voyez ce tweet, oublions l'AFP Factuel, quand vous voyez ce tweet de Patriote44, est-ce que déjà, il n'y a pas un petit truc qui vous fait tilt? Est-ce que c'est un média, enfin un média, non, pardon, est-ce que c'est un compte Twitter où vous pourriez avoir confiance en lui? Au-delà de son pseudo, effectivement, moi, quand je vois des Patriote44, bon, c'est pas forcément quelque chose auquel je vais faire attention. Mais on peut se faire avoir, parce qu'effectivement, les fake news, ça fait appel à nos émotions. Quand les émotions de la peur, sur le Covid par exemple, quand ça a démarré, sur nos émotions de révolte par exemple, alors je ne sais pas si c'est une émotion, mais vous avez compris ce que je veux dire, quand Elisabeth Borne utilise le 49.3, il y a énormément de gens qui sont révoltés, et donc qui peuvent faire un peu moins attention. Bah voilà, typiquement ce que je vous ai dit avec les seniors avec Macron, voilà, j'ai fait un peu moins attention parce que ça m'a révolté, et du coup je suis tombé dans le piège. Donc les fake news font appel à nos émotions. Et donc là, typiquement, on est là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous, dans cette photo, ou si vous ne l'aviez pas vue là, dans ce cadre-là, d'éducation aux médias, etc., est-ce que vous auriez pu vous laisser piéger? Oui, non, non, oui. Je vois que vous discutez entre vous en regardant la photo en plus, donc n'hésitez pas vraiment à nous partager un peu ce que vous pensez. Ouais. Effectivement, c'est un très bon raisonnement que tu as. Effectivement, quand on voit le compte, quand tu dis que c'est mal fait, oui, je pense que je ne suis pas allé voir le compte ensuite, mais il y a quelques indices qui nous prouvent que c'est mal fait. Voilà, en tout cas, ce sont des photos où là, typiquement, avec juste une petite manip d'image de recherche inversée, ça prend 5 secondes et ça vous permet de retrouver cette photo qui n'est pas fausse en soi, c'est pas d'intelligence artificielle, on y reviendra, mais cette photo, dans ce cadre-là, elle n'est pas valable. Voilà. Bon, ça, c'est un petit rappel de tout ce qu'on s'est dit. Partez du principe qu'une information est fausse quand vous la voyez, même si elle ne l'est pas. Au moins, comme ça vous permet d'être vigilant. Croiser les sources, remonter à l'information, faire attention à la date de publication. Parfois, on peut se faire avoir parce que Twitter, avec leur algorithme, ou même TikTok, avec leurs algorithmes, ces réseaux sociaux, ils nous montrent des vidéos qui datent de 3, 4, 5, 6 mois. Alors que c'est des vidéos d'actualité. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui se passe maintenant. Faites attention à ça aussi. Utilisez une recherche d'image inversée. Checkez qui diffuse cette information. Est-ce que vous estimez que vous pouvez lui faire confiance? Et faites appel à votre bon sens. Maintenant, je voudrais vous parler des risques et des vigilances à avoir en tête. On en a parlé un petit peu. Et c'est là que c'est toi, je crois, qui m'a parlé de Mediavenir. Les comptes d'infos comme ceux-là. Ça, ils sont sur. Là, j'ai pris des captures Twitter, mais ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont forcément sur les réseaux sur lesquels vous êtes. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà été confrontés à ces comptes d'information? Ok, merci. Est-ce que ce sont des médias que vous suivez régulièrement? Est-ce que vous vous informez avec ces médias? Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vraiment, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais, donc toi tu t'informes avec ces médias. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'informent avec ces médias? Si vous y avez été confronté, ça veut dire que voilà. Ok. Vous êtes que 3 à vous informer avec ça? C'est juste, on va en parler, mais c'est pas une tare de s'informer avec ça. Parfois, je vois des infos, moi, là-dessus, parce que je les suis pas, mais ils tombent sur mon fil d'actualité. Et effectivement, la plupart du temps, c'est des tweets d'information, avec de l'information factuelle, qui est réelle, etc., etc. C'est surtout Mediavenir. Vous voyez que c'est des comptes qui ont quand même 2,5 millions d'abonnés, 535 000 abonnés. Ils ont une force de frappe hyper impressionnante. Sauf que, est-ce que vous pouvez me dire, ceux qui les regardent, ces comptes, qui est derrière ça? Est-ce que vous savez qui tweet là-dessus, qui donne ces informations-là? Ouais.
Et pour les autres comptes, enfin en tout cas Média Avenir, je sais qu'ils partagent quelques-uns de leurs agences de presse, enfin des personnes qui travaillent pour trouver l'information. Mais alors toi, est-ce que tu sais qui sont ces personnes? Personnellement, non, je ne sais pas qui sont ces personnes, mais je pense qu'elles sont facilement trouvables et on peut voir un visage ou voir un compte qui est en rapport avec Média Avenir ou Certifia. Alors moi, j'ai essayé de regarder Cerfia, Média Avenir. Alors Cerfia, effectivement, il y a des articles, ils ont un site internet où il y a des articles, et où sur ces articles-là, tu as des noms. Moi, j'ai essayé de googliser ces noms. La plupart, j'ai pas trouvé de traces, donc je sais pas, mais je les soupçonne d'avoir un faux nom. C'est un pseudo plutôt, parce que voilà, on a le droit d'avoir un pseudo. Quelqu'un parlait de Popcorn, Domingo, sur sa carte d'identité, il n'y a pas marqué Domingo. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas trouvé à part un. Et encore, il se présente comme community manager. Cerfia, Média Avenir, Alerte Info. Je prends l'exemple d'Alerte Info qui, pas plus tard qu'il y a 2 jours, a relayé une fake news comme quoi la mairie de Paris demandait à ses habitants de louer leur logement pour les JO. Il s'est basé sur quoi pour faire ce tweet-là? Il s'est basé sur un mec lambda, comme vous et moi, qui a publié un mail dans lequel c'était, alors on ne savait pas trop ce que c'était, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait rien, et pourtant c'était marqué que voilà, est-ce que vous pourriez donner votre logement pour les JO 2024, etc., etc. Il y a une forte tension quand même à Paris sur les JO 2024. Moi qui y habite, je peux vous dire que j'aime bien certains sports, mais que j'ai pas hâte que les JO arrivent, à part pour louer mon appart, mais ça c'est autre chose. Et par contre, Alerte Info, du coup, n'a pas vérifié, s'est juste contenté de prendre la capture d'écran et a dit, regardez, la mairie de Paris fait ça, etc., etc. Ils n'ont même pas interrogé la mairie de Paris. Nous, c'est la base de ça. Peut-être que c'est quelque chose, on voit une capture d'écran comme ça, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'effectivement la mairie de Paris demande ça. Sauf que nous, notre travail de journaliste, ces gens, nous relavions des informations sourcées, je ne sais pas si vous arrivez à lire, sourcées en temps réel au cœur de l'actualité nationale et internationale. Ils n'ont même pas interrogé la mairie de Paris pour savoir si c'était vrai. Ça, c'est la base. Ça s'appelle le contradictoire et c'est une des bases de notre métier de journaliste. Donc après, ils ont fait un démenti, sauf que ce démenti il a été retweeté quelques milliers de fois, alors que le tweet sur la mairie de Paris, il y avait des dizaines de milliers d'interactions dessus. Donc vous voyez, c'est aussi important parce que ça peut créer des colères, ça peut créer des angoisses. Oh là là, ça veut dire que je dois quitter mon logement pour l'été 2024, comment je vais faire, etc., etc. Non, c'était faux. C'est ce que je vous disais, c'est que ce soit Alerte Info, Média Avenir, Cerfia, visiblement, d'après ce que j'ai vu, ce ne sont pas des journalistes. Il y a des étudiants en journalisme, mais des étudiants en journalisme, ce ne sont pas des journalistes, ils sont en formation, il n'y a rien de mal à ça, je l'ai été, il y a 4 ans j'étais en formation, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ils ne donnent pas leur nom, ils ne savent, on ne sait pas qui ils sont vraiment. Qui vous dit que derrière ces comptes, il n'y a pas un électeur, enfin pas un électeur, mais un militant de n'importe quoi, hein, de Le Pen, de Mélenchon, de Macron, etc. Qui vous dit que ce n'est pas ça? La preuve, c'est ce compte-là, Média Citoyen. 22 800 abonnés. Et alors, une collectif citoyen pour des médias intègres, déontologiques et non populistes, analyse, enquête, interview et vigie des dérives. Alors, quand vous voyez déjà une bio comme ça, en général, ça sent pas très très bon. Ce média, en fait, il suffit de faire un tour là-dessus pour se rendre compte que c'est un militant, clairement, c'est un macroniste qui est derrière ça. Il ne partage que des informations en lien avec Macron. Il défend Emmanuel Macron, les macronistes, etc. Chacun a ses opinions politiques. Il a le droit de le faire. Par contre, se cacher derrière un média citoyen, c'est un peu limite. Surtout que, voilà, on peut se dire en regardant la bio que ah ouais, regarde, il est certifié. En plus, les certifications Twitter, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu avec Elon Musk, mais c'est pas la folie. Et maintenant, n'importe qui peut les acheter, donc ça ne vaut plus rien. On peut se dire, voilà, vous voyez Média Citoyen, certifié, il dit qu'il fait des analyses, des enquêtes, etc. On peut lui faire confiance. Mais en fait, quand on regarde, il nous dit qu'il trouve que Gabriel Attal est très beau. Après, on peut trouver Gabriel Attal très beau, hein, mais moi, si dans un reportage je dis Gabriel Attal est très beau, bon, je suis pas certain que ma rédaction sera très contente. Ma chefferie sera très contente. Est-ce que certains veulent réagir à tout ça? Parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, donc j'ai un peu peur de trop parler.
Mais est-ce qu'il y en a certains qui ont des remarques, pas forcément là-dessus, mais en tout cas des questions, des remarques par rapport à tout ça, des interrogations? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est qu'on échange ensemble. Enfin, c'est pas trop mon truc de faire des grandes présentations de cours magistraux. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Ouais. Moi, je me posais juste la question, vous devez avoir des facilités pour aller, par exemple, parler à la mairie de Paris, puisque vous avez un diplôme de journaliste. Mais est-ce que les médias, ils peuvent aussi aller les contacter, ou ce sera un mur en face d'eux et personne ne leur répondra? Alors, si tu contactes la mairie de Paris en tant que journaliste pour leur dire on aimerait faire un sujet sur un truc qui est plutôt positif. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui est positif à Paris en ce moment? Par exemple, la mairie de Paris a rénové la Tour Eiffel. Voilà. La mairie de Paris, je ne sais plus tous les combien, mais tous les, on va dire, les 10 ans, disons, non, c'est pas 10 ans, bon bref, à intervalles réguliers, la Tour Eiffel est repeinte. Si on va voir la mairie de Paris, ouais, on aimerait faire un reportage sur la Tour Eiffel qui est repeinte. C'est positif pour la mairie de Paris. Donc, ils vont nous dire, oui, voilà. Si on contacte la mairie de Paris et qu'on leur dit, on a des informations comme quoi Anne Hidalgo partage des sextapes de Jean-Luc Mélenchon, bon, la mairie de Paris va pas forcément tout de suite vouloir nous répondre. Donc, même si on est France 2, même si c'est TF1, même si on est des médias qu'on pense de qualité, sérieux, avec un vrai travail journalistique, ça dépend en fait les intérêts aussi de la personne. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire notre métier parce qu'il y a ce qu'on appelle les communicants. Surtout en politique, c'est pire que le barrage de la Valette. C'est vraiment ils font tout pour nous mettre des bâtons. Certains font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ça m'est arrivé plein de fois de vouloir contacter des politiques. Je sais plus, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé en plus. Je sais plus quelle maire c'était ou que. Ça nous arrive régulièrement de contacter d'abord de passer par l'équipe de communication qui nous dit non, ce ne sera pas possible, etc. Il n'a pas le temps, elle n'a pas le temps, etc. Et puis quand on arrive à choper vraiment le 06 du ministre, du maire, de la maire, etc. Ah bah pas de souci, moi j'ai rien à faire de l'après-midi, je vous le fais, pas de problème, etc. Donc parfois, en fait, selon le sujet qu'on traite, effectivement, on peut avoir du mal à contacter les personnes qui sont concernées. Parfois, ça va super vite. Parfois, ça va. Voilà, ça dépend aussi le média. Par exemple, c'est dans l'air. Quand je bosse la semaine dernière, j'ai bossé pour eux. J'ai fait un sujet alors qui est pas très sexy sur le papier, mais qui est super intéressant. C'est la privatisation des autoroutes. Quand on m'a donné ce sujet, j'ai un peu fait la gueule, mais en fait, c'était super intéressant. Il y a plein de choses politiques, économiques sur ce sujet-là. Et donc, j'avais besoin d'aller voir le ministre des Transports qui s'appelle Clément Beaune. Là, voilà, on essaie dans l'air, c'est sur un sujet que lui maîtrise, le gouvernement a besoin de communiquer là-dessus, ça n'a pas été très compliqué, ils ont même fait de la place sur l'agenda pour qu'on aille au ministère et qu'on aille l'interroger. En revanche, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des sujets un peu plus polémiques, un peu plus touchy, où ils nous mettent un peu des bâtons dans les roues, où non, on ne veut pas répondre, ou non, voilà, ça ne nous arrange pas. Donc après, nous, dans ce qu'on fait, c'est que contacter le ministre, telle entreprise, les entreprises genre Total, Vinci, etc., c'est quasiment même pas la peine. On le fait parce que c'est la déontologie, mais c'est très compliqué de les avoir, par exemple. C'est plus compliqué d'avoir des entreprises privées que d'avoir des politiques. Ça répond à ta question ? Parfaitement. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions avant qu'on poursuive ? Des remarques à faire, des choses comme ça ? Bon, on poursuit. Je voulais parler de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un sujet qu'on a depuis quelques temps maintenant. Je savais que ces photos, ça allait vous plaire. Donc vous vous en doutez, c'est des photos qui ont été, des images qui ont été réalisées par intelligence artificielle. En vrai, le pape, il aurait beaucoup plus de fidèles s'il s'habillait comme ça tous les jours, je pense. Mais bon, après ça, c'est un avis personnel. Et donc cette image-là. Cette image du pape, en vrai, moi, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit que c'était carrément possible et que c'était marrant de le voir comme ça. Bon, cette image-là, avec Macron, il n'y a pas beaucoup de suspense, surtout dans la période qu'on vit. Mais cette image du pape, en vrai, on peut totalement tomber dans le piège. Enfin, je sais pas vous, mais c'est sympa, quoi. Enfin, c'est un peu Met Gala. Bon, bref. Comment ne pas se faire avoir par des images d'intelligence artificielle ? Déjà, faites appel à votre bon sens. Vous voyez, en vrai, ces photos-là, je vous les montre comme ça. En vrai, c'est hyper réel. On peut totalement y croire.
Après, si vous faites appel à votre bon sens, quelle est la probabilité pour que, depuis 3 mois, on voit Macron en haut d'un bûcher ou en train de ramasser des poubelles? C'est pas une très forte probabilité. Cette probabilité existe. Parfois, les communicants peuvent avoir des idées un peu bizarres pour essayer de rebooster une cote de popularité. Mais en tout cas, là, on peut se dire que ça paraît impossible. Rechercher des anomalies dans l'image. Par exemple, quand vous regardez cette image, en vrai, en plus, Elon Musk, c'est pas du tout quelqu'un qui s'aime. Donc, se mettre dans des images là, c'est pas du tout quelqu'un qui joue sur l'ego, qui joue sur la masculinité, le virilisme. Regardez, je suis un homme et j'ai des milliards d'euros. Non. Donc, on peut se dire, en vrai, il pourrait totalement se mettre là-dedans et il n'est pas à une situation ridicule près. Mais par contre, regardez la position de son bras avec de sa main. C'est un peu bizarre de tenir une épée comme ça. Quand vous regardez des images, vous pouvez faire très attention aux mains. Les mains, c'est la grande... j'ai mangé le mot, mais c'est la grande faiblesse des intelligences artificielles. Ils ne sont pas très bons. Parfois, il y a des images où vous voyez qu'il y a 6 doigts. Bon, normalement, personne n'a 6 doigts. Où vous voyez des choses comme ça. Faites attention à ces images-là. Je prends cet exemple-là. Énormément de personnes sont tombées dans le piège de cette image. C'était il y a un mois et demi, 2 mois à peu près. De cette personne âgée pendant une manif, s'était présenté comme quelqu'un, c'était en mars, pendant quelqu'un voilà, qui a été victime de violences policières, de bavures policières, appelez ça comme vous voulez. Et donc on voit, c'est une image qui fait appel à nos émotions. On est d'accord, quand vous voyez un papy comme ça, enfin je sais pas, ça vous fait pas appel à des émotions, Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ça? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous dites ça? Quand vous voyez ça? Que ça craint? Voilà, enfin vous vous dites que ça fait appel à vos émotions, ça vous choque, vous vous dites que ça pourrait être votre grand-père et que si votre grand-père vous le voyez dans cette position-là, bah ça vous mettrait les nerfs. Sauf que c'est une image d'intelligence artificielle. Comment on peut imaginer ça? Déjà, quand vous regardez un petit peu alors il paraît qu'on peut faire. Yes. Quand vous voyez du sang comme ça, etc., ça ressemble pas vraiment à du sang. Là, la visière, pardon. Enfin, on a l'impression qu'elle rentre dans la tête du monsieur. Enfin, vous voyez bien qu'elle est pas terminée cette visière. Il n'y a pas d'élément d'identification des policiers non plus. Il n'y a pas d'insigne, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment compliqué de savoir ça. Et puis il n'y a aucun élément qui vous permet de voir si c'est réel ou non. Donc cette image, quand on la voit, elle est choquante, mais il faut toujours se méfier. Je vous montre d'autres exemples. Vous voyez ces images-là. Donc avec Macron ici, sur les champs, voilà. Là, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui peut vous montrer que c'est de l'intelligence artificielle, selon vous? Quand vous regardez, par exemple, je sais pas, quand vous voyez les policiers, qu'est-ce qui peut vous montrer que ce n'est pas une photo d'intelligence artificielle? Ouais. Là. Ok. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont... Ouais. Peut-être que je me trompe, mais les policiers en France, ils n'ont pas cette tenue. Exactement. Ouais. Tout à fait. Okay. Et Macron ne sortirait pas avec cet ensemble très bizarre. Très quoi? Bizarre. Ah oui. Voilà, effectivement. Moi, j'en ai fait des manifestations en tant que journaliste. Je ne dirais pas si j'en ai fait en tant que citoyen, on va dire, mais des policiers comme ça, on n'en croise pas parce que ce n'est pas la manière ce n'est pas de cette manière-là que s'habillent les policiers en France. Ils n'ont pas cet uniforme-là. Donc ça, c'est la première chose qui doit vous interpeller. Ensuite, vous voyez ici, Macron, c'est pas non plus 100% réel. Vous voyez ce que je veux dire au niveau de son visage? On a l'impression que c'est un dessin en 3D. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez le même avis. Exactement. C'est toujours un style très lissé. Voilà, là aussi, on peut voir que bon, c'est pas la folie. Ça paraît vrai, mais si on regarde, bon,
Et effectivement, tu l'as très bien dit, si vous faites appel à votre bon sens, quelle est la probabilité pour que Macron soit entouré de flics, de policiers, pardon, dans une manifestation aussi violente et où vraiment les gens ils sont très en colère contre lui, cette probabilité est très très faible. Bon voilà, là c'est la même chose. La probabilité pour que cette photo existe vraiment est très faible. Il y a aussi des détecteurs qui existent qui ne sont pas encore très 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 fiables, mais voilà, sur internet vous pouvez juste taper détecteur d'images d'intelligence artificielle et ça vous le dit. Cette photo aussi elle a beaucoup tourné, est-ce qu'il y en a qui l'ont vue? Non? Bon, en tout cas voilà, c'est Donald Trump qui a quelques ennuis avec la justice américaine. On pourrait croire que c'est vrai parce qu'en plus ça s'inscrit dans une actualité qui elle est bien réelle, mais pareil, vous voyez que comme tu le disais très bien, c'est un peu lisse. Enfin, voilà, la probabilité pour qu'un ancien président des États-Unis soit traité comme ça est assez faible aussi. Je voulais vous parler aussi des deepfakes. Est-ce que vous savez ce que c'est des deepfakes? C'est quoi les deepfakes? Vous êtes 30 à m'avoir dit oui. C'est toujours les mêmes qui... C'est très bien, merci, hein, mais... Un deepfake, c'est quand on utilise encore une fois une intelligence artificielle pour, sur une vidéo, coller la tête d'une personne sur une autre. Donc ça peut être utilisé pour les informations si on tourne une vidéo avec une personne lambda et qu'on met la tête d'un politique dessus. Et c'est aussi possible de faire ça avec la voix. Donc voilà. Très bien résumé. Pour compléter, est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent Koh-Lanta? Est-ce que ça vous arrive de tomber 5 minutes, d'avoir la malchance de tomber 5 minutes avant Koh-Lanta et de tomber sur Nicolas Canteloup? Vous voyez cette émission? Ils utilisent des deepfakes pour faire cette émission-là, pour mettre Nicolas Canteloup avec pour parfaire son imitation, parce que c'est vrai qu'avec la voix parfois c'est compliqué de savoir qui il imite, donc ils ont fait des deepfakes. Donc là c'est assumé, c'est prévenu. Et encore, s'il y a un extrait qui est isolé et qui est mis sur les réseaux sociaux, on peut très bien aussi se faire avoir. Je voulais vous montrer une vidéo de deepfake de, tout le monde le reconnaît, tout le monde reconnaît cette personne, de Volodymyr Zelensky. Je voulais vous la faire écouter. Шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Vous voyez que c'est sa voix. Я Vous змушений voyez приймати que складні рішення. c'est dans le fond qu'il utilise Спочатку régulièrement, de la Я présidence вирішив ukrainienne. повернути Донбас. Et là, en fait, ce qu'il dit, Настав час c'est qu'en глянути gros, il правді annonce в la очі. reddition de l'Ukraine. Il annonce Non, que l'Ukraine se rend, Стало que... тільки гірше. Je crois que je l'ai scripté exactement Значно ce гірше. qu'il dit. Vous avez Більше déjà немає. entendu des discours de Volodymyr Zelensky? Vous avez déjà entendu sa voix? Vous voyez que c'est extrêmement ressemblant, enfin c'est sa voix même, on est d'accord. Donc, et ça a été posté sur les réseaux sociaux, ça a même été diffusé sur une chaîne d'information. En gros, il dit « Je vous dis adieu et je vous conseille de rendre les armes et de rentrer voir vos familles. Cette guerre ne vaut pas la peine de mourir. » Ça, on rentre dans de l'élément de propagande de la part. Donc là, on ne sait pas exactement qui a fait ça, mais on peut imaginer que c'était pas quelqu'un de pro-ukrainien. Donc ça peut avoir des conséquences très, très concrètes. Ça peut avoir des conséquences très fortes sur un événement, sur une guerre, etc. etc. Un simple deepfake. Le deepfake, aujourd'hui, vous avez des applications qui vous permettent de le faire. C'est très simple à faire. Ça ne demande... même, je crois que vous pouvez le faire gratuitement. N'importe qui peut faire un deepfake. Et pourtant, ça, il y a des médias il y a des personnes qui se sont fait piéger, et ça peut avoir des conséquences concrètes sur la vie de certaines personnes. Parce que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la fake news, c'est pas juste pour plaisanter, c'est pas juste pour essayer d'avoir d'interférer dans des élections, etc. C'est qu'il y a vraiment un business de la fake news. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission La Fabrique du mensonge sur France 5. Si vous êtes intéressé par à la fois l'actualité, la géopolitique, etc., je vous conseille d'aller regarder cette émission. C'est diffusé, alors ça n'a pas
c'est pas hebdomadaire ou mensuel, etc. C'est de temps en temps. C'est une émission qui parle d'un fait d'actualité et qui parle des fake news autour de ce fait d'actualité. Donc ils ont fait ça dure 1 heure, je crois. Ils en ont fait sur Trump, ils en ont fait sur le Covid, ils en ont fait sur la Russie, etc. C'est super intéressant. C'est très facile d'accès. On comprend très 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 facilement. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y en a qui connaissent ou pas? Non? En tout cas, n'hésitez pas. C'est en accès libre. Ça dure 1 heure donc voilà. Les personnes il y a plein de gens qui ont intérêt à vous diffuser des fake news. Les influvoleurs, j'imagine que ça vous parle. Ça vous parle ou pas, les influvoleurs? Il y en a qui voient ce que c'est, les influvoleurs? Si je vous parle des influenceurs, de Magali Berda, de Booba, de la guerre qui s'y va entre eux, ça vous parle pas? Donc les influvoleurs, vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est ou pas? Parce que vraiment, j'ai l'impression que... Il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ce que c'est le terme influvoleur? Ouais. Je crois que c'est Booba qui a lancé ça. Il s'en est pris aux influenceurs qui sont partis plutôt à Dubaï et qui font du dropshipping ou qui font croire à des gens qui peuvent gagner de l'argent. Mais c'est un système pyramidal où ils prennent en fait de l'argent aux personnes qui suivent les influenceurs que du coup a pris en influvoleurs. Non mais très bien, c'est exactement ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut avoir des conséquences concrètes, les fake news, et pas forcément que sur votre manière de vous informer ou quoi. Ça peut avoir des conséquences sur votre porte-monnaie, sur votre portefeuille. Vous pouvez vous faire arnaquer. J'ai fait des reportages avec des gens qui se sont fait arnaquer avec Jessica Tivna, avec Maëva Guénam, toutes ces belles personnes qui utilisent les fake news, qui utilisent la désinformation pour vous faire acheter des choses, etc., etc. Il y a des entreprises privées aussi. Team George, c'est une enquête c'est une entreprise israélienne, il me semble. Il y a eu une enquête de plusieurs médias dans le monde qui les ont démasqués. C'est des gens qui vendent des fake news pour des entreprises, pour des personnalités politiques qui ont eu des interférences, qui ont eu des conséquences sur les élections de plusieurs pays. Donc, si vous voulez, c'est vraiment des gens qui monnaient, qui gagnent des millions et des millions de dollars avec la fake news. Et ça peut avoir des conséquences très concrètes sur les résultats d'élections. Donc ça peut aller très très loin. Et après, voilà, des partis politiques, des États, des complotistes. Il y a des complotistes, notamment pendant le Covid, qui ont fortement utilisé les fake news, la désinformation, et même encore maintenant. Je pense j'ai plus son nom en tête, mais il y a une influenceuse d'extrême droite qui s'appelle Thaïs, j'ai plus son nom de famille, mais en gros qui fait des grands paragraphes sur Twitter pour expliquer que contre le féminisme, pour expliquer à quel point les hommes doivent avoir l'ascendant sur les femmes, etc. Bon, bref. Et en fait, on se rend compte qu'elle a des chaînes Telegram, des canaux Telegram sur lesquels elle vend des formations ou sur lesquels elle demande de l'argent parce qu'elle dit oui, ça me coûte cher de faire ça, donc s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, etc., etc. Donc c'est des gens en fait qui diffusent des fake news et qui en plus s'en prennent à votre porte-monnaie. Je vais vous parler de ça parce que pour montrer que c'est pas que un truc où il y a une mauvaise information qui circule et ça n'a pas d'autres conséquences. Ça peut avoir des conséquences très, très concrètes. Du coup, pour terminer, je ne sais pas combien de temps il reste, mais pour terminer, je voulais vous montrer des médias de fact-checking. Fact-checking, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ou pas ? Ce qu'on appelle le fact-checking, c'est des personnes, des journalistes qui sont spécialisés dans les fake news et qui vont décrypter les fake news, qui vont montrer que ce sont des fake news, en fait, fact-checking, qui vérifie les faits, qui check les faits. Donc vous avez les décodeurs du monde, AFP Factuel, Check News, hoaxbuster.com. Voilà, ce sont des médias d'information qui luttent contre la désinformation. Je vais vous parler des médias sur les réseaux sociaux que vous pouvez suivre. Le Monde, France TV /, France Info, Hugo Décrypte, Brut, TF1 Info. Est-ce que par exemple Le Monde sur TikTok, Le Monde, TF1, Le Monde, France TV /, France Info, est-ce que c'est des choses que vous suivez sur TikTok ? Vous pouvez lever la main ceux qui suivent ce genre de compte sur TikTok. Est-ce que tout le monde a TikTok ici déjà ? Il y en a qui n'ont pas TikTok ? Ah, vous êtes plus nombreux que ce que je pensais à pas avoir TikTok.
En tout cas, voilà, c'est des comptes que vous pouvez suivre. Des journalistes que vous pouvez suivre sur les réseaux. Samuel Etienne, est-ce que ça parle à des gens, Samuel Etienne? Il y en a qui regardent Samuel Etienne? Vous pouvez lever la main ceux qui regardent Samuel Etienne. Sur Twitch, c'est ça? Ok. Salomé Saké, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a sorti un bouquin sur les... Elle a mon âge, elle a sorti un bouquin sur les jeunes et les enjeux, les clichés, etc. que peuvent rencontrer les jeunes, qui est très intéressant si jamais je vous conseille. Julien Pain, que si vous êtes intéressé sur les fake news, que je vous conseille d'aller voir, c'est lui, il fact-check énormément. Camille Courcy, Charles Villa de Brut, toutes les chaînes Arte sur YouTube. Des vidéastes sur le réseau, Charlie Danger, Simon Puech, Jean Massier, il y en a qui le connaissent, Jean Massier? Vous levez la main ceux qui connaissent Jean Massier? Ok, t'es toute seule. Non, mais n'aie pas honte. Jean Massier, pour le coup, il y en a qui aiment regarder des lives sur Twitch. Levez la main ceux qui aiment regarder. Mais vous êtes plutôt sur du gaming ou sur un peu de tout, sur du gaming? Ouais, tu disais Popcorn. Donc vous êtes, ça vous intéresse aussi de regarder des talk shows, des choses comme ça, parce que c'est du talk sur Zen, sur Popcorn, c'est des choses que vous regardez, par exemple Maxime Biagui et compagnie. Donc si vous regardez Jean Massier, il fait une émission toutes les semaines, je ne sais plus si c'est le jeudi ou le mercredi, mais une émission sur la politique. Il est avec des chroniqueurs, etc. C'est super intéressant. Et sinon, il fait des lives l'après-midi, le soir, où il est juste en train de regarder l'Assemblée nationale, etc. Ça peut paraître chiant quand on parle d'Assemblée nationale, mais je vous assure que c'est super intéressant. Et il se passe plein de choses là-bas. Ça vous permet de comprendre encore plus comment fonctionnent nos institutions politiques. Je vous encourage vraiment à regarder Jean Massier, ce qu'il fait. Et voilà, c'est super intéressant. Mister Géopolitique sur Insta et YouTube, il y en a plein d'autres. Enfin, voilà, pour le coup, les vidéastes, il y en a plein qui ne sont pas forcément des journalistes, mais qui font du contenu très intéressant. Et enfin, des émissions à regarder à la télé, des compléments d'enquête, ça vous parle? Ok, super. Bah, il y en a qui regardent régulièrement compléments d'enquête, les reportages à TV, vrai ou fake, c'est dans l'air, la fabrique du mensonge. Ouais, par exemple, vous regardez quoi? Toi là-bas, je ne connais pas ton prénom, désolé. Mais t'as levé la main, désolé. C'était pas toi, mais je suis intéressé de savoir ça aussi. Non, mais c'est intéressant aussi. Arte, tu regardes quoi? C'est les reportages là qui durent 50 minutes, 1 heure. Ça, c'est super intéressant. Sur YouTube, ils sont en accès libre. N'hésitez pas à y aller. Il y a plein de sujets différents qui peuvent forcément vous plaire. Et donc, toi, pardon, Arte? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des remarques à faire? S'il vous plaît, me dites pas que vous n'avez rien à dire sur, sur tout ce qu'on a dit. Ah pardon, j'avais pas vu que tu as une question. La déontologie, ça veut dire quoi? Oula. Quelqu'un a une autre question? La déontologie dans le journalisme, c'est intéressant parce que c'est assez subjectif, la déontologie. Il y a des choses qui coulent de source, comme par exemple le fait que voilà, la déontologie, ça peut être... comment je pourrais définir? C'est les limites que nous, on se met en tant que journaliste pour garantir que notre travail est fiable, est vérifié, est sourcé et qu'on peut nous faire confiance. La déontologie, c'est par exemple de ne pas... Par exemple, vous voyez, Léa Salamé, vous voyez qui c'est? Alors, je ne sais pas si elle est mariée ou quoi, mais en tout cas, son compagnon, c'est Raphaël Glucksmann, que vous connaissez peut-être parce qu'il est très actif sur Instagram, notamment sur la question des Ouïghours. Raphaël Glucksmann, donc il a été, je ne sais pas s'il a été journaliste, mais en tout cas, il était un peu dans ce domaine-là. Et puis, en 2019, il s'est présenté aux élections européennes pour devenir député européen. Léa Salamé, elle était avec lui, ils ont un enfant ensemble, etc. Léa Salamé, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une journaliste très connue à la télévision qui présente des émissions sur France Inter. C'est elle elle est à la tête de la matinale la plus écoutée de France. Et donc sa déontologie à elle, quand elle a su que son mari allait se présenter aux élections européennes, c'est de se dire: je me retire de mes activités qui traitent la politique pendant tout au long de la présidentielle, tout au long de l'élection, pour éviter d'avoir des soupçons. On peut imaginer que la déontologie de Léa Salamé fait que, de toute façon, même si elle était restée à l'antenne, elle n'aurait pas donné de l'avantage à son mari ou aux personnes qui suivent son mari.
Mais pour ne pas créer de soupçons, pour montrer qu'il y a une démarche de transparence, elle a choisi de se retirer de l'antenne. Ça, c'est subjectif parce qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était très bien. Je m'inscris plutôt là-dedans. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était pas bien, que voilà, il fallait différencier le professionnel, le personnel, etc. Mais en tout cas, c'est sa déontologie à elle. C'est très subjectif. Je vous donne un autre exemple. Quand j'étais en école de journalisme en M1, on devait faire une enquête. On avait 1 mois pour faire une enquête écrite. Moi, j'ai choisi de la faire sur les thérapies de conversion. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est, les thérapies de conversion ? Thérapie de conversion, c'est des gens qui prétendent pouvoir vous guérir, entre guillemets, je mets ça entre guillemets guérir parce qu'on ne guérit pas, mais qui prétendent guérir de l'homosexualité et rendre des homosexuels hétérosexuels. Ce n'est pas possible, c'est des charlatans, c'est grave de dire ça parce que ça peut avoir des conséquences. On ne peut pas guérir de l'homosexualité tout simplement parce que ce n'est pas une maladie, que c'est totalement normal. Ceci étant dit, il y a des gens, notamment religieux, extrémistes, qui pratiquent, entre guillemets, des thérapies de conversion, qui vont voir des personnes qui sont en détresse parce qu'ils ont du mal à assumer leur propre sexualité et qui leur proposent de les rendre hétérosexuels. Ça peut aller de la séance de psy, qui peut déjà avoir des conséquences sur votre santé mentale. Dans certains pays, ça va aussi jusqu'à des électrochocs, jusqu'à des chocs physiques. Encore une fois, qui ne fonctionnent pas. Et donc moi, j'avais choisi de faire cette enquête-là, savoir est-ce que ça existe en France. Il s'avère que ça existait en France et ça existait même à 10 minutes à pied de mon école de journalisme qui était en plein centre de Paris. Donc c'était vraiment partout. C'était un psy qui prétendait qu'il pouvait guérir de l'homosexualité. Voilà. La déontologie, ça a été une question à ce moment-là et une question qui a été posée à tous mes camarades de promo sur cet exemple-là parce que j'ai choisi, en accord avec mon école, de me faire passer pour un adolescent de 17 ans qui était homosexuel et qui voulait guérir de l'homosexualité, entre guillemets. Je vous rappelle que c'est pas possible. Et donc du coup, j'ai pris rendez-vous là-bas et pendant 1 heure, je me suis fait passer pour cette personne-là. J'ai enregistré voilà. Et donc après, j'ai écrit le papier. On a prévenu la personne ensuite parce que pareil, le contradictoire c'est très important. Le contradictoire c'est de mettre en contradiction la personne et de lui donner la parole aussi dans l'article parce que c'est aussi ça la déontologie journalistique. Pour le coup, c'est de donner la parole à toutes les personnes qui sont concernées par l'article. On l'a mis en contradiction avec ça et ensuite on a fait, j'ai écrit le reportage, etc. Et ensuite ça a été une question qui a été abordée entre nous tous. Les journalistes qui nous accompagnaient nous ont demandé, il y en avait un qui était très en colère, un journaliste du Monde qui était très en colère que j'ai fait ça, parce qu'il estimait que ce n'était pas déontologique, parce que la déontologie, selon lui, c'était de tout le temps dire qu'on est journaliste et de ne pas se cacher derrière une autre identité. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est subjectif. Et toutes les personnes de ma promo, on était 50, il n'y en avait pas une qui était d'accord avec ce journaliste du Monde. Toujours est-il que lui, il estimait que c'était pas déontologique. Moi j'estimais que c'était déontologique parce que c'était la seule manière de répondre à la question initiale de mon article, à savoir est-ce que les thérapies de conversion existent en France. J'avais des témoignages, on en a parlé, des témoignages où c'était impossible de savoir si le témoignage était vrai, parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement, que ce soit vidéo, audio ou quoi que ce soit. Donc je me basais juste sur une déclaration, mais moi en tant que journaliste, j'ai montré que oui, ça existe en France et ça existe même en plein centre de Paris. Les caméras cachées que vous voyez dans les reportages, c'est aussi une question déontologique qui se pose. La déontologie journalistique, c'est très subjectif, on a tous un avis différent et c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, la déontologie, voilà, c'est les limites qu'on doit se mettre en tant que journaliste, qu'on estime qu'on doit se mettre pour garantir que notre travail est bon et on peut avoir confiance sur ce travail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions c'est pas forcément que sur les fake news, la désinformation, vous pouvez... Oui. Quel est votre parcours professionnel ? Alors, déjà, n'hésite pas à me tutoyer vraiment parce qu'on n'a même pas 10 ans d'écart. Tutoyez-moi vraiment, je vous le demande. Mon parcours professionnel. Donc moi, j'étais au lycée ici. J'ai fait, alors je sais que ça n'existe plus, mais j'ai fait une première et une terminale ES, donc économique et sociale. Au lycée, je savais pas trop. Je savais depuis très longtemps que je voulais faire journaliste, mais je savais pas comment faire. J'avais un petit déficit d'information sur ça et donc du coup j'ai fait une école de communication qui n'est pas du journalisme, la communication, et je m'en suis vite rendu compte. J'ai continué dans cette école parce que ça me permettait de faire des stages que je faisais uniquement en journalisme. Au bout de 3 ans et demi, j'ai passé les concours aux écoles de journalisme. Donc il y a 14 écoles de journalisme reconnues par la profession en France, qui sont un peu partout en France.
Donc moi, j'ai passé des concours dans ces écoles-là. J'ai été pris dans une école qui s'appelle le CFJ à Paris. Et donc j'ai fait mes 2 ans là-bas et je suis sorti en 2019. Et où depuis, voilà, j'exerce la profession de journaliste. Voilà, ça répond à ta question. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis sur tout ce qu'on a dit. Ouais. Vu que ça fait pas longtemps que tu es sorti de l'école de journalisme, comment tu as fait pour direct accéder à des grands groupes comme France Télé? Parce que je suis un excellent journaliste. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait de faire une école de journalisme reconnue par la profession, c'est sur concours, c'est très sélectif. Je crois qu'on était 900 sur le départ et on était 50 dans ma promo. Donc ça nous apporte une certaine crédibilité. Le diplôme a une grosse crédibilité dans les médias. À la sortie des écoles de journalisme, on a ce qu'on appelle des bourses. Moi, je trouve que c'est un peu... Je trouve pas ça très bien de faire ça, mais en gros les bourses, c'est on passe des concours où on gagne des contrats, des CDD, des CDI. Ça nous permet aussi de nous faire remarquer par des recruteurs, etc. Moi, je trouve que c'est assez discutable dans le monde du travail de faire gagner des CDD ou des CDI, mais bon, bref, ça c'est une autre question. Donc moi, je suis passé par là où je voulais pas faire du France 2, des reportages tout de suite parce que je me sentais pas capable de les faire. J'aurais dû avoir un peu plus confiance, mais en tout cas, voilà, j'ai fait à LCI où j'ai fait 2 mois là-bas, et puis après j'ai eu envie de faire du terrain. Donc après, ça a été ce que vous allez tous connaître dans vos métiers différents, c'est que vous commencez un peu bas, commencez bas même. Et puis petit à petit, parce que vous vous formez, parce que vous faites de plus en plus de choses, de terrain, etc., y a des gens qui connaissent votre nom, qui vous appellent. Vous faites des candidatures aussi, à C'est dans l'air, par exemple. C'est parce que je travaillais à France 2 avant. Donc petit à petit, vous créez votre CV. Et voilà, je ne suis pas arrivé direct et j'ai eu une place à France 2. Voilà, j'ai des potes qui ont fait ça. Moi, je voulais commencer un peu plus bas et pour monter petit à petit. Et donc voilà. Mais après, je ne dirige pas France 2. Je suis une petite main de l'information de France 2 ou de C'est dans l'air ou de Télé 5 Monde. Voilà, il faut avoir de l'humilité. Voilà. Ça répond à ta question ? Très bien. D'autres questions sur... Oui. Est-ce que sur tout ce qui est magazine people, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais est-ce qu'on peut considérer que les personnes qui travaillent là-dessus sont des journalistes, du coup, vu que vous avez parlé de la déontologie, etc. Les magazines people ? Genre Closer, Public, tout ça ? Ouais. Ouais, c'est ça, je suis filmé. C'est subjectif là aussi, c'est un avis personnel. Je pense que les gens qui travaillent à Closer Public ont la carte de presse. Donc moi, je suis personne pour remettre en question le fait qu'ils aient une carte de presse ou non. C'est pas mes lectures. Je pense qu'il peut y avoir des articles qui sont intéressants, qui apportent quelque chose et de l'intérêt, qui ont un intérêt pour le public. On peut se poser la question, par exemple, quand Closer, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez peut-être un peu jeune, mais a fait la une avec François Hollande sur son scooter qui allait voir sa maîtresse. Ça vous parle ? Ouais. C'est une information qui est privée, mais c'est une information parce que c'est le président de la République qui se balade sur son scooter, sans sécurité apparente, en plein milieu de Paris. Ça peut poser des questions, sur la sécurité du président. On peut considérer que c'est une info. Après, le contenu des magazines People, je préfère ne pas donner je ne lis pas les magazines People, je regarde pas ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, donc je préfère ne pas me prononcer là-dessus parce que moi j'ai horreur des gens qui ont un avis sur tout et n'importe quoi, qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé, qui polluent le débat public et tous les beaucoup d'éditorialistes, de polémistes, etc. Moi je ne les supporte plus. Ils font beaucoup de mal à notre profession et donc pour cette raison, moi, je ne veux pas avoir un avis là-dessus alors que je ne le connais pas, tout simplement. Voilà, donc je n'ai pas forcément de réponse à t'apporter. Il y a beaucoup d'articles putaclic ou du sensationnalisme, etc. Bon, c'est une forme de journalisme. Ils ont la carte de presse, donc voilà. Je sais pas, désolé, je ne réponds pas trop à la question. C'est pas que je ne veux pas mouiller, c'est que vraiment, je ne les lis pas assez pour m'en rendre compte.
D'autres J'aurais une question, moi. Oui. La première question, enfin j'ai même plusieurs questions. La première question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y a encore beaucoup aujourd'hui de grands reporters? Et comment expliquer le fait que, en fait, il y en a quand même moins qu'avant? Alors, on va mettre en pratique ce que j'ai dit. Comment vous pouvez dire qu'il y a moins de grands reporters qu'avant? Est-ce que vous avez des chiffres? Non, j'ai pas de chiffres. Non, mais, oui, donc votre vrai, information n'est pas sur la sourcée. base d'un sentiment. Je plaisante. Je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est un ressenti que vous avez. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce ressenti-là. Je ne sais pas si c'est réel ou non, mais en tout cas, c'est un ressenti qui est fortement partagé. Pourquoi il y a moins de grands reporters? Peut-être parce que... Je parlais de grands reporters qui font vraiment de grands reportages sur du long terme, sur très longtemps, pas simplement sur du ponctuel, mais c'est à ça que je pensais. Alors, ma réponse, ça va être la réponse d'un journaliste qui n'est pas du tout dans les petits papiers de la direction de l'information, des différents médias, etc. Donc, je ne sais pas exactement. Voilà, ce que je peux imaginer, c'est que déjà, ça coûte cher, les médias ont moins de moyens qu'avant. Il y a peut-être aussi les grands reporters, on les voyait beaucoup dans les années 90, début des années 2000, parce qu'il y avait énormément de guerres dans différents coins du monde, etc., etc. Donc là, c'est peut-être aussi ça. On l'a vu qu'il y a le retour des grands reporters depuis la guerre en Ukraine sur France 2, sur TF1. J'ai des potes qui sont devenus reporters de guerre. Donc ça, c'est aussi le fait qu'on en voit plus depuis un peu plus d'un an. Maintenant, voilà, est-ce que c'est une volonté de plus traiter de l'actualité nationale et moins de l'actualité internationale? Grand reporter, c'est pas forcément reporter de guerre aussi. Grand reporter, ça peut aussi vouloir dire aller à l'autre bout du monde pour faire des reportages. Grand reporter. Il y a plein de gens qui sont grands reporters sur la fiche de paye, parce que sur la fiche de paye, on voit le statut, le nom du journaliste. Donc là, il y a marqué grand reporter, etc. Pourquoi il y en a moins qu'avant? Pourquoi vous avez cette sensation? Je pense que c'est les raisons que j'ai données, mais il faudrait poser la question à des directeurs de l'information ou autres. Mais il y a quand même beaucoup de grands reporters qui sont encore présents, qui font des super reportages, qui sont aussi... on parlait de Brut, par exemple. Charles Villa, ça vous parle? Charles Villa ou Camille Courcy, ce sont des grands reporters qui ont 30, 35 ans, mais qui officient sur des médias comme Brut. On a peut-être cette sensation-là parce qu'il y a depuis quelques années, le nombre de médias a tellement explosé qu'on ne peut pas regarder tous les médias et qu'on ne se rend pas compte que dans tous les médias, il y a beaucoup de grands reporters. Dans tous les journaux papier, il y a des grands reporters. Voilà. C'est aussi un titre, grand reporter. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, très bien, merci beaucoup. Et justement, ma deuxième question est un peu liée. Et pareil, c'est un sentiment que je donne. J'ai le sentiment que le journalisme a tendance un peu à se standardiser. Quand j'écoute les journalistes à la télévision, j'ai l'impression d'entendre le même ton, la même façon de parler. C'est lié un peu. Voilà, les deux questions sont liées. C'est que j'ai l'impression que, oui, de plus en plus, il y a une espèce de standardisation du journalisme. Est-ce que je me trompe ou pas? Standardisation dans la voix? Oui, dans la voix et même dans les analyses. Je vous ferai pas la voix télé du coup. Là, que... oui. Mais justement, moi, quand j'ai conscience de ce que vous dites et quand moi je fais mes reportages, je n'ai pas la voix comme ça. Je fais pas ça. Je fais pas comme ça. Mais pourtant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup aussi qui ne le font pas et qui font en sorte de moins la faire, cette voix. Une standardisation, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est un ressenti. Et puis, encore une fois, moi, je suis vraiment une petite main. Je ne dirige pas. Voilà. Peut-être que moi, j'ai le sentiment qu'il y a une standardisation de l'information dans le traitement de l'information, notamment à la télé. Je lis un peu moins la presse écrite, mais je surveille ce qui se fait en télé parce que je travaille en télé. Il y a un peu moins de... On a tous tendance à faire un peu la même chose, j'ai l'impression, surtout en actualité chaude. C'est pour ça que moi, j'aime de moins en moins faire de l'actualité chaude. Qu'est-ce que j'appelle de l'actualité chaude? C'est de l'actualité sur... qui vient de se passer, un fait divers, un déplacement présidentiel, etc. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'apporte pas de plus-value. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le journalisme, et je pense que dans les 10-15 ans, on est vraiment dans une période, je pense, où
c'est en train un petit peu de se transformer et que le journalisme va prendre une dimension beaucoup plus digitale sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., etc. Et où là, il va y avoir peut-être plus de personnalité. Il y a peut-être une volonté de se standardiser pour essayer de donner l'information la plus factuelle possible, la plus... et donc nous effacer, nous, journalistes, derrière l'information. Je pense qu'il y a peut-être aussi cette volonté-là. Voilà. Je ne sais pas si ça répond non plus. Est-ce que vous avez des questions sur... ça peut être surtout le fonctionnement des médias Comment, en tant que journaliste, tu vois le développement des réseaux et des nouvelles plateformes pour s'informer? Est-ce que tu vois ça comme une forme de concurrence ou est-ce que tu envisagerais de travailler là-bas peut-être? Comment tu vois ces nouvelles plateformes, ces nouveaux moyens de s'informer? Alors, pour commencer, je vous encourage à vous abonner à mon compte TikTok sur TikTok, voilà, où je parle d'actualité. C'est un compte personnel, c'est pas pour une chaîne, je le fais pour moi, donc ça c'est pareil, vous n'hésitez pas à y aller, Alexandre Malesson. Voilà, c'est toujours bien de faire un petit peu de promo. Je le vois d'un très très bon œil parce que de toute façon, je pense que le journalisme, c'est pas à vous et même à nous, parce que moi je regarde très très peu la télévision. C'est pas à nous de nous adapter au journalisme, c'est au journalisme et aux journalistes, donc c'est là où je me mets dedans, de s'adapter aux demandes et aux manières de s'informer de tout le monde. Donc moi je trouve que c'est très très bien qu'il y ait d'autres plateformes. Ce qui est moi j'estime que les réseaux sociaux ça apporte énormément de bonnes choses comme énormément de mauvaises choses et que c'est très très bien d'un côté parce que ça permet de toucher un maximum de monde, de vous donner des informations sur vos codes à vous. En revanche, il y en a beaucoup qui en profitent, soit pour faire du business sur les réseaux sociaux, soit qui s'improvisent journalistes alors que on ne s'improvise pas journaliste comme on ne s'improvise pas électricien, boulanger, c'est un métier qui peut s'apprendre, hein, mais on ne s'improvise pas journaliste, il y a des règles à respecter sur la déontologie, on en parlait tout à l'heure. Donc je trouve que c'est très très bien qu'il y ait de plus en plus de moyens de s'exprimer. Après, c'est comme tout, il faut doser, quoi. Il faut doser et il faut voir en fonction de qui vous suivez sur les réseaux sociaux, voilà. Mais en tout cas, je trouve que je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais dans beaucoup de rédactions, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes qui travaillent que pour TikTok et Snapchat. J'ai des potes qui sont spécialisés journalistes contenus verticaux. Il faut toujours donner des noms un peu pompeux, mais contenus verticaux, au moins c'est clair, mais qui sont au Monde, qui travaillent au Monde. J'en ai qui bossent pour le journal. Je crois d'ailleurs, il y a une amie à moi qui est venue au lycée pour le journal Le Monde, mais j'ai aussi des potes qui travaillent pour Le Monde, mais uniquement sur TikTok. C'est un service spécial où ils sont spécialisés dans les formats verticaux. Je trouve que c'est primordial qu'il y ait des médias comme Le Monde, comme France Info, comme TF1, qui viennent sur ces plateformes-là. Après, ça dépend comment c'est fait. Quand Samuel Etienne vient sur Twitch, je trouve que c'est très bien fait, parce que là, pour le coup, Twitch, c'est très personnalisé. Il faut vraiment qu'il y ait la personnalité aussi de la personne et du streamer. Quand c'est BFM qui vient sur Twitch, je trouve que c'est moins bien fait. Voilà. C'est parce qu'ils estiment que c'est comme la télé et qu'il faut faire comme la télé. Non, c'est pas la même chose. Alors, je crois qu'ils se sont améliorés depuis, j'avais regardé juste au début. Mais voilà, il faut respecter les codes des différents réseaux sociaux. Mais je trouve ça très bien, en tout cas, qu'il y ait des personnes. Et je ne le vois pas du tout comme une concurrence, parce que moi, je ne me vois pas toute ma vie bosser à la télévision. Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. Et donc, c'est pour ça que je fais TikTok. Abonnez-vous. Est-ce que les grands journaux, ils sont totalement objectifs ou ils sont un peu politisés d'un côté? C'est pas incompatible. Déjà, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui pensent que les journalistes doivent être neutres? Ok. Eh ben moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Neutre, on pense que les journalistes doivent être neutres. Il n'y a absolument rien qui nous demande d'être neutre. Qu'est-ce que c'est la neutralité? La neutralité, c'est... je prends toujours une expression un peu caricaturale, mais c'est vraiment... je trouve que c'est assez révélateur. La neutralité, c'est donner 1 minute à Hitler et 1 minute aux Juifs. C'est ça la neutralité. C'est donner 1 minute à l'agresseur et 1 minute à l'agressé. C'est ça la neutralité. C'est caricatural ce que je vous dis, mais c'est la réalité. La neutralité, c'est ça. Rien n'est neutre dans le métier de journaliste. Parce que le choix de vos questions, il n'est pas neutre. Il est objectif, il est honnête par contre. Moi, ça me semble honnête. Vous pouvez très bien être un peu politisé et
et être journaliste. Enfin, on n'est pas des machines, on a le droit de vote. J'allais dire comme vous pas encore, mais bientôt, dans quelques temps. Peut-être qu'il y en a peut-être qu'il y en a d'ailleurs parmi vous qui ont le droit de vote déjà. Bref, mais on a le droit de vote. Moi, j'ai des opinions politiques, parfois très tranchées ou non. Par contre, ça ne m'empêche pas d'aller voir des gens avec qui je ne partage pas l'opinion politique. C'est une question d'honnêteté, c'est pas une question de neutralité. Rien n'est neutre dans le métier de journaliste. Le choix de vos questions, le choix des sujets. Enfin, un journal télé, il n'est pas neutre parce qu'il choisit des sujets. Vous ne pouvez pas traiter de tout, donc ce n'est pas neutre. Il n'y a rien qui est neutre dans le métier de journaliste, et je trouve qu'il y a même des journalistes qui disent oui, nous on est neutre, etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Rien n'est neutre dans le métier de journaliste, et on ne doit pas être neutre. Je trouve que ce serait le pire, c'est d'être neutre. Parce qu'on doit avoir aussi un travail d'analyse sur à qui on donne la parole. Moi, désolé, mais je ne vais pas donner la parole à des gens homophobes, à des gens racistes, à des gens antisémites. Je ne vais pas donner la parole à ces gens-là. Il y a des associations, il y a des organisations, j'estime qu'on n'a pas à les mettre dans des reportages. Pour moi, je vais être très clair, même si c'est filmé, voilà. La manif pour tous, pour moi, on n'a plus à leur donner la parole à ces gens-là. Parce que le recul qu'on a de 10 ans sur la manif pour tous montre à quel point ils ont fait du mal à des centaines de milliers de personnes. À quel point ils ont vraiment fait du mal. C'est un avis personnel, hein. Il y a des gens qui vous diront qu'on doit donner la parole à la manif pour tous parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. C'est pas mon avis. Et je respecte les gens qui pensent ça. C'est pas mon avis à moi. C'est pour ça que c'est intéressant, et c'est peut-être pas votre avis à vous non plus, vous avez le droit, mais c'est pour ça que c'est intéressant le journalisme et d'en parler parce qu'on n'a pas tous le même avis et c'est très subjectif. Voilà, des personnes, on parle beaucoup de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, c'est pas donner la parole à tout le monde. Quelqu'un qui a un discours raciste, un discours homophobe, c'est pas de la liberté d'expression. Lâcher des PD sur les réseaux sociaux, lâcher des mots racistes, faire du harcèlement, du cyberharcèlement, etc. Ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est puni par la loi. À partir du moment où c'est puni par la loi, voilà, on n'a pas à véhiculer, nous, journalistes, ce discours. Si on était neutre, ben on le véhiculerait. Moi, j'estime que c'est pas notre métier. Et c'est pas comme ça, moi, que je vois mon métier. Encore une fois, il y a des gens qui pensent l'inverse et libre à eux de le penser. T'as une question ? Oui. Mediapart, je crois, avait publié une enquête qu'ils avaient appelée la tyrannie du bien-pensant. Et justement, il parlait de Yann Barthès dans Quotidien. Et justement, il l'accusait de ça un peu, de se censurer au nom pour choquer personne, pour faire le bien en quelque sorte. Et du coup, est-ce que toi, en plus qui travailles dans la télé, tu as déjà été confronté à la censure de la part soit de ta direction, mais aussi toi-même, un peu ce que tu viens de dire, de l'autocensure en quelque sorte? Non, j'ai pas ressenti de censure ou quoi. Après, j'ai senti des frustrations sur des sujets qui n'étaient pas traités. Le choix de mes rédactions, c'était de ne pas le traiter. Et moi, j'ai ressenti de la frustration parce que j'estimais que c'était important de le traiter, mais le choix a été fait de ne pas le faire. C'est pas de la censure, c'est un sentiment personnel, de la frustration. J'estime que c'est pas de la censure ou de l'autocensure. On m'a jamais demandé de mettre quelque chose qui me semblait illégal dans un sujet ou qui me semblait faux. Après, par exemple, ça m'est arrivé une fois. Quand je bossais pour... je vais pas dire le média, mais quand je bossais pour un des journaux pour lesquels je travaille, j'étais à Marseille et on apprend que la veille, il y a des ados qui se sont donné rendez-vous via Snapchat dans une patinoire. Et en gros, c'était juste pour déconner, quoi. Et ça a un peu dégénéré parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde. La patinoire a été envahie. Il y a 2 trottinettes parce qu'il y avait un skatepark au-dessus. Et il y a 2 trottinettes qui ont été cassées et une porte cassée. Bon. Le média pour lequel je travaille me demande de faire un sujet là-dessus. On est en décembre 2021 et donc, ou en novembre, je ne sais plus, mais là c'était vraiment la période où vous allumiez la télé, vous allumiez Internet, vous allumiez ce que vous voulez. C'était Zemmour, tout le temps, dans tous les médias, dans tous les JT, partout, dans toutes les questions qui étaient posées. Partout. Zemmour, c'était un quartier de Marseille où il y a une forte population de personnes d'origine étrangère. Donc il y avait des personnes non blanches qui étaient, quand on voyait les vidéos sur Snapchat, c'était surtout ça, etc. Moi, j'estime que le travail de journaliste à ce moment-là, c'est de se poser la question de... C'était un média national, hein, c'était pas un média local.
c'est de se poser la question de quel impact aussi les reportages qu'on fait peut avoir et par rapport à l'intérêt que ça a vraiment pour le grand public, pour les Français. C'est des reportages qui sont diffusés devant des millions de personnes, donc il y a des analyses qu'on doit faire par rapport à ça, et c'est nous qui sommes sur le terrain qui devons prévenir nos chefs. Donc moi déjà je leur fais part de mes réticences. Après il faut avoir aussi un chef qui est capable d'écouter, et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un chef qui était capable d'écouter. Donc je lui ai fait part de mes réticences, on allait faire le reportage quand même. Parce que je leur ai dit, écoutez, je vais aller voir ce qui se passe, mais par contre, je vous préviens, moi, ça me gêne, ça me met mal à l'aise, pour ces raisons-là. Vous avez le droit, Zemmour, je fais un aparté, Zemmour, il s'est présenté à l'élection présidentielle, et ça a été validé. Vous êtes libre de voter pour lui. Je vous dirai pas, moi, pour qui j'ai voté. Peut-être que j'ai voté pour lui. Voilà, c'est pas, voilà. Mais c'est là aussi où, quand on parle d'honnêteté et la politisation et l'honnêteté, c'est des choses qui ne sont pas compatibles pour moi. Et donc je vais sur le terrain, on interroge le directeur de la patinoire, on interroge l'adjoint au sport de la ville de Marseille. Et en off, c'est quand c'est pas filmé, qu'on discute entre nous, quoi. On discute et bon, je leur dis, mais attendez, il n'y a qu'une porte qui a été cassée. Voilà, on réfléchit un petit peu à... Moi, je réfléchis à quelles conséquences ça peut avoir sur ce qu'on va dire, regardez, et machin, des gens, des jeunes. Ça peut avoir des conséquences pour relayer les clichés sur les jeunes, sur les personnes d'origine étrangère, sur les personnes non blanches, etc., etc. Donc, on a quand même tourné le sujet pour si jamais, parce que c'est vrai que si on me dit, Alexandre, tu fais ça, tu te tais et tu n'as pas le choix, c'est jamais arrivé, hein. Mais ça peut arriver, donc au cas où on le fait. Et on a discuté, je leur ai dit que voilà, je leur ai montré ce qu'on avait sur le terrain, je leur ai expliqué, et finalement le sujet on n'a pas fait le sujet. Donc on a des chefs qui sont aussi capables d'écouter et qui sont journalistes aussi. J'ai jamais ressenti de censure ou d'autocensure. Le groupe Canal+, par exemple, c'est avéré qu'il y a eu des cas de censure, notamment de la part de Bolloré, et parfois d'autocensure de la part des journalistes qui savent que si c'était pas filmé, je vous dirais d'autres choses sur d'autres médias, mais j'ai pas envie que ça se retrouve parce que ce serait de la diffamation, parce que je n'ai pas de preuves, mais les personnes qui me l'ont dit, je les crois totalement. Mais voilà, il y a des cas d'autocensure de la part de journalistes, mais c'est très rare, c'est très très rare. Je vous dis ça, mais il faut pas que vous sortiez de là en disant il y a de l'autocensure, il y a de la censure. Non, il y a des cas avérés, oui. Moi, le groupe Canal, je refuse. Le groupe Canal, c'est ce qui m'a donné envie de faire du journalisme quand j'étais plus jeune, parce que c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des cas avérés d'autocensure, parce que ça ne plaît pas à certains annonceurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de médias qui sont contrôlés par des milliardaires qui ont des entreprises. Et donc, il y a des entreprises qui ont des annonceurs, qui ont des partenariats avec d'autres entreprises. Et donc, Bolloré, il y avait, je crois que c'était le Crédit Mutuel ou je ne sais plus quelle entreprise. Il y avait un reportage à charge contre une entreprise qui était partenaire de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a mis son veto dessus. Donc là, oui, ça, c'est de la censure. Après, moi, petit journaliste, face à Vincent Bolloré, je ne suis absolument rien. Après, il y a aussi des cas d'intimidation, de choses comme ça. Vincent Bolloré, dès qu'il y a un article ou un reportage qui est fait sur lui, il attaque en justice. Attaquer en justice, c'est de la pression. C'est aussi des frais d'avocat pour les personnes qui sont attaquées, etc. etc. Donc, ça, c'est de l'intimidation. Donc, il y a plein de cas différents, mais ça reste marginal, heureusement. Après, c'est des choix de ligne éditoriale. On peut être d'accord ou non, mais moi, en tout cas, j'ai jamais ressenti de censure. Pour moi. Juste avant, tu as dit que pour toi, politisation et honnêteté, ça allait pas ensemble. Mais je dis que c'était pas incompatible. Oui, que c'était pas compatible. C'était pas incompatible. Ah, pas incompatible, ok. Parce que moi, quand tu dis qu'un journaliste doit pas être neutre, c'est vrai qu'il y a des journaux qui sont biaisés, qui sont politisés, comme je pense à Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, tout ça. Mais il y en a certains, on ne sait pas forcément leur bord politique. Et ça peut être un peu problématique parfois pour certaines... Comment tu penses qu'on peut informer? Parce que le métier de journaliste, c'est aussi d'informer et de ne pas fausser les informations et en même temps d'avoir un regard politique et que ce soit OK pour les deux. Alors il y a une différence entre fausser les informations et faire le choix de diffuser certaines informations. Ça, c'est différent. Parce que les informations qui sont données dans les journaux, dans les médias, elles sont fiables, elles sont vraies. Donc ça c'est pas fausser l'information. En revanche, c'est des questions... En fait, pour moi, absolument tout est politique. Un choix éditorial est politique. Alors, en termes de philosophie, je ne suis pas le
c'est pas ma matière de prédilection, mais pour moi tout est politique et faire un choix. Voilà, quand par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais France 2 et France 3 ont fait le choix maintenant de plus faire une météo, mais de faire une météo du climat. Donc maintenant, les gens ne disent plus, enfin les journalistes météo, parce que c'est des journalistes, hein, ne disent pas, voilà, il fera tel degré ici, tel degré là, et demain on fêtera les Genevièves. Non, ils font une vraie météo de climat, où ils montrent les impacts au niveau de la sécheresse, où est-ce qu'on en est dans n'importe quel... Voilà. Ça reste un choix politique sur l'écologie, sur l'environnement. Je ne sais pas si vous me suivez, mais... Donc ça reste un choix politique de parler de ces sujets-là et donc d'alerter les gens sur les dangers du réchauffement climatique, etc. etc. Il y a des politiciens qui ont des responsabilités, qui sont députés et qui encore aujourd'hui doutent du réchauffement climatique. Donc ça reste un choix politique de dire oui, il y a le réchauffement climatique. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais tu me disais par exemple comment faire pour voir... parfois on ne sait pas si un média est politisé ou non. Un média, il n'est pas forcément politisé. Mais après, c'est aussi votre responsabilité à vous de voir, de voir ce que vous lisez, de vous renseigner sur ce que vous lisez. Il y a un moment donné, on n'est pas là non plus pour tout vous cracher dans la main et vous dire nous, on pense ça, 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 ça. C'est aussi votre responsabilité de dire, de vous renseigner sur les médias. Il y a des médias, Le Figaro qui est plus à droite, il y a Libération qui est plus à gauche. C'est aussi des connaissances à avoir. Et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser aux médias, de s'intéresser à l'univers médiatique français pour savoir exactement comment vous informer. Ça, je ne sais pas si ça te répond à ta question. Oui. Ok. Mais donc oui, non, ce que je disais, c'est que pour moi, être politisé... tu vois Salomé Saké, par exemple. Il y en a qui voient qui c'est Salomé Saké ? Salomé Saké, c'est une journaliste qui est très présente sur un média qui s'appelle Blast. On la voit beaucoup sur les plateaux de télé aussi. Elle est politisée, elle est plutôt à gauche, elle le dit, elle n'a aucun problème avec ça. Au moins, c'est clair. Elle est plutôt à gauche et donc elle traite de problématiques plutôt à gauche. Elle donne son avis parfois, voilà. Mais au moins, c'est donné, c'est clair. Moi, ça ne me choque pas de la même manière que depuis des années et des années, il y a plein de gens de droite qu'on voit sur les plateaux télé et qui ne disent pas qu'ils sont de droite, qui ne disent pas que le soir après le plateau télé, ils vont dîner avec Macron, qu'ils vont à l'Élysée, etc. Et voilà, donc ça, c'est plutôt des éditorialistes ou des polémistes. C'est aussi savoir apprendre à s'informer. Pas de problème.